vois, Laurent, je t'avais dit que pour une deuxième émission, c'était important de prendre un peu de hauteur. Oui, enfin, moi je pensais que c'était une image, tu sais, une formule, voilà, on prend un peu de recul, un peu de hauteur. Pour te raconter le Paris de la Révolution française, il fallait vraiment prendre un peu de hauteur. Oui, c'est pas faux. Enfin, moi je pensais que tu disais ça, c'était une image, quoi, tu vois, une manière de t'exprimer. On est où, là, mine de rien? Stéphane Bern et Laurent Deutsch, deux grands passionnés d'histoire et de patrimoine, vous entraînent dans un parcours historique à Paris qui vous fera vivre les grandes heures de la Révolution française. Mes amis, le roi a renvoyé Necker. Une incroyable balade qui va vous plonger plus de 200 ans en arrière, en faisant ressurgir du passé des monuments qui ont joué un rôle majeur pendant la Révolution. Alors, Oh, c'est magnifique. elle était là. De la place de la Bastille où tout a commencé à la place de la Concorde qui a vu l'exécution du roi de France, nos deux guides d'exception vont aussi vous raconter les anecdotes, Elle cristallise la colère populaire. C'est en quelque sorte la femme à abattre. et les événements incontournables de cette période. Elle lui plante le couteau dans la poitrine et il meurt tout de suite. Laissez-vous guider tout de suite à Paris, au cœur de la Révolution française, comme vous ne l'avez jamais vu. Le premier chapitre de notre balade s'ouvre place de la Bastille, là où tout a commencé. Car c'est sur cette place emblématique de la capitale que s'est déroulé le 14 juillet 1789 l'événement fondateur de la Révolution française, la prise de la Bastille. Ah, c'est vraiment super, Stéphane, que tu nous as emmenés là, quoi. Tout en haut de la colonne de la Bastille. Ah, tu vois, on ne pouvait pas commencer cette émission sur le Paris de la Révolution française sans découvrir la forteresse de la Bastille. Alors, on va revenir dans un instant sur les événements, évidemment, du 14 juillet 1789. Mais je voulais d'abord que tu vois un peu cette forteresse de la Bastille. Enfin, je la vois, pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose. Tu vois bien, là, regarde les traces sur le sol. On voit encore toute la façade est avec ses tours. C'est quand même assez monumental. Et il n'en reste plus rien, malheureusement. Si on pouvait la voir. Ouais. C'est simple, regarde. Je vais te faire réapparaître la forteresse de la Bastille. Regarde. Impressionnant, non? 66 mètres de long, 34 mètres de large. Il faut imaginer, c'est comme un immeuble de 8 étages. Et regarde, la hauteur des tours, 24 mètres. C'est un château fort, hein. Et pourtant, ce château fort va être pris d'assaut par le peuple. On est le 14 juillet 1789, il est 10h30 et par le Faubourg Saint-Antoine, les compagnons, les artisans arrivent pour chercher de la poudre et des munitions. Parce que c'est vrai que le roi avait convoqué les régiments étrangers pour encercler autour de Paris tous ces gens qui protestaient contre la disette et qui avaient faim, c'était la hausse du pain. Ils avaient le matin même, aux Invalides, pris 40 000 fusils, même des canons,
ils avaient besoin de munitions. Ils sont arrivés, ils ont commencé à parlementer avec Bernard Delaunay, qui était le gouverneur. Ils arrivent pour le convaincre de céder de la poudre. Il refuse. Il fait même tirer sur la foule avec une centaine d'hommes à l'intérieur. Lui-même n'imagine pas que quelques heures plus tard, il retrouvera sa tête au bout d'une pique. Allez, je te propose d'entrer maintenant. On risque rien. Ah, maintenant, on risque plus rien, non? Allez, viens, suis-moi. Il y a encore des trucs. Alors, tu sais, Laurent, le jour où la Bastille a été prise, enfin plutôt la nuit, eh bien, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, qui était grand maître de la garde-robe du roi, est allé voir Louis XVI et il lui a tenu un mot, mais qui est célèbre. Oui, bien sûr. Tu connais ce mot? Je connais. Louis XVI lui demande « C'est une révolte ?» Et La Rochefoucauld-Liancourt répond « Non, sire, c'est une révolution. » Eh bien, nous y sommes. C'est comme étonnant, non? Regarde. Quel décor. Il y a encore des tonneaux de poudre. Il y a un canon encore. Ah, c'est génial. Dans la Bastille, au rez-de-chaussée, il y avait les cuisines. Au premier étage, il y avait les prisonniers. Et puis au deuxième étage, il y avait le gouverneur, il y avait le lieutenant du roi, qui était le bras droit du gouverneur. C'était en fait un château, on disait le château de la Bastille. Parce que dans les murs, eh ben, il y avait des chambres, il y avait 42 chambres, dont 37 dans les tours. Faut Occupées imaginer par que les c'était- prisonniers. Alors, occupées par les prisonniers. En tout cas, il ne reste plus rien, à part la trace que tu vois sur le sol, et puis 2 plaques, une place de la Bastille, une autre dans une rue à côté, qui indiquent ici était la prison de la Bastille. Bah, sauf que quand on cherche, on trouve toujours quelque chose. Ah oui? Un peu plus loin, dans le square Henri Galli, au Oui. bout du boulevard Henri IV, on a remonté les fondations de la Tour de la Liberté, qui avait été mise au jour et découverte pendant la construction et le percement du métropolitain sous la place de la Bastille. Et toujours dans le métro, mais cette fois-ci sur les quais, ligne 5, direction Bobigny, je pense que tu connais. Oui, très bien. Il y a un mur du fossé de la forteresse qui lui aussi a été retrouvé, dégagé et qu'on peut admirer. Il y en a aussi un sous les couloirs du métro de la ligne 1. Et 41 boulevard Henri IV, figure-toi que les caves de cet immeuble ont été construites avec les fondations, les substructions de la forteresse. Voilà pour les derniers vestiges encore en place in situ du terrible château de la Bastille. Tu sais ce que c'est ça? Ah, alors ça c'est une boule à neige, Stéphane. Je ne sais pas trop ce que ça a à voir dans la Bastille. Eh bien, c'est ça qui a eu raison de la forteresse de la Bastille. Une boule à neige a eu raison de la destruction de la Bastille. Non. On croit toujours que ce sont les vainqueurs de la Bastille qui l'ont détruite. Mais pas du tout. C'est un homme qui a eu l'idée eh bien, de créer des produits dérivés sous la Révolution française. Cet homme, c'est Pierre-François Pallois. Dès le 14 juillet au soir, alors que les insurgés du faubourg Saint-Antoine fêtent encore la prise de la Bastille, cet entrepreneur en bâtiment de 34 ans a une idée insensée, démolir la Bastille. Il n'a aucune autorisation. Il s'est autoproclamé le démolisseur de la Bastille. L'autorisation officielle, il l'aura que le 16 juillet, 48 heures après, par la ville de Paris. Sous ses ordres, et pendant des mois, jusqu'à 1200 ouvriers démolissent ce monstre de pierre, l'équivalent aujourd'hui de la forteresse de Fort Boyard. Évidemment, la mer en moins autour, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur et du nombre de blocs de pierre qu'il pouvait y avoir dans cette forteresse. En bon businessman, il fait payer les visites de la démolition de la Bastille, qui devient même un haut lieu de la vie publique parisienne. C'est quelqu'un qui flaire le bon coup. Il voit tout de suite la portée de l'événement. Lui, il a compris. Donc, quelque part, c'est un petit génie, un vrai précurseur de ce qu'on appellerait aujourd'hui le marketing événementiel. Grâce à ce visionnaire, le chantier devient le symbole de la remise en cause de l'absolutisme royal. Un symbole qui lui rapporte gros. S'il s'enrichit en revendant les pierres comme matériaux de construction, il crée surtout les tout premiers produits dérivés de l'histoire. Des mini-répliques de la prison sont taillées dans les blocs du chantier. Ces maquettes de la Bastille sont envoyées partout en France et même à New York. Il réutilise aussi le métal des chaînes pour créer des médailles à l'effigie de la prison détruite. Avec ses produits dérivés, ce petit génie de la communication fait sa propre publicité car ils sont souvent signés Pallois Patriote.
Padoie sera très connu à Paris, Padoie sera très connu en province aussi, et il est ravi. L'essentiel chez Padoie, c'est l'idée de paraître et d'être reconnu. Il devient d'ailleurs l'un des personnages publics les plus en vue de ce début de la Révolution. Poursuivons notre visite en haut d'une des 8 tours de la Bastille, telle qu'elle était encore en 1789. Si la forteresse jouissait d'une réputation sinistre, la vie de ses résidents avait pourtant d'incroyables privilèges. Non mais Laurent, regarde la vue, c'est incroyable. Ah ouais. Là, C'est tu vois, génial. on est en haut de la tour de la Bertaudière. Alors, Laurent, est-ce que tu sais que contrairement aux idées reçues, eh bien, les conditions d'emprisonnement à la Bastille pouvaient être très confortables. Alors bon, je t'ai préparé une coupe de bah ça, c'est champagne. gentil. Je veux bien que tu boives cette coupe de champagne, mais il faut que tu me donnes 7 livres. 7 livres, 7 livres. La monnaie de l'époque, on payait Non, en écoute, livres. tu sais, maintenant, on a fait l'Europe, hein, donc moi, je suis tu as avec des des euros. euros. J'ai 30 euros. Ah oui, ça va Pour pas une suffire, coupette. je suis désolé. Ah là là, c'est très coupette- classe, la Bastille. L'équivalent de 7 livres, c'est 75 euros. Ah, Oui, ça fait cher la coupe de champagne, je le reconnais. Mais il faut que tu imagines que c'est comme ça que ça marchait à la Bastille. Quand tu avais de l'argent, eh bien, tu pouvais avoir tous les services. Les plus fortunés pouvaient venir avec leurs domestiques, ils avaient droit à 3 visites par jour. Leurs domestiques leur apportaient leur repas. Mais il faut savoir que le roi donnait à peu près l'équivalent de 56 euros par repas, tu vois, pour entretenir ses prisonniers. ah oui, c'était un hôtel 4 étoiles, quoi. Alors, il faut quand même nuancer. C'est-à-dire que les conditions n'étaient pas les mêmes selon si tu étais riche ou pas. Les plus démunis étaient dans des culs de basse-fosse, ils étaient dans des cachots au pied de la tour, là où nous sommes, et souvent c'était creusé à même la terre, donc les conditions n'étaient pas les mêmes. Alors, tu sais qu'à la Bastille, il y a eu des prisonniers plus ou moins célèbres, évidemment, Ah bah oui. mais il y en a eu un très célèbre, voire mythique, Légendaire. légendaire, Le masque de fer. masque de fer. Lundi 19e de novembre 1703, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, que Monsieur de Saint-Marc, gouverneur, a mené avec lui en venant des îles Sainte-Marguerite, qu'il gardait depuis longtemps, lequel s'étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe, il est mort ce jour-là, sur les 10 heures du soir. Donc là, c'est le registre de la Bastille qui nous indique le jour de la mort du prisonnier masqué, l'homme au masque de fer, mais en fait, c'est plutôt son acte de naissance, l'acte de naissance de la légende. L'homme au masque de fer est le plus connu des inconnus de la Bastille. Si l'on sait que cet homme est enfermé 5 ans dans la tour de la Bertaudière de la prison, son identité est toujours un mystère. Serait-il le frère jumeau de Louis XIV, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, ou Molière lui-même? Jean-Christian Petit-Fils a sa théorie. On connaît le nom de cet individu, il s'appelle Eustache d'Angers, c'est un valet qui connaît un secret indiscutablement, mais qui est un secret probablement qui avait une valeur très, très relative. Eustache d'Angers, valet auprès de Nicolas Fouquet, pourrait être l'homme derrière le masque. Mais si cette légende grandit, c'est parce que ce prisonnier est amené à la Bastille, dans cette prison d'État. La Bastille, c'est vraiment le symbole de l'absolutisme royal, et c'est ça le cœur de cette énigme. Je pense que sans la Bastille, on aurait beaucoup moins parlé de l'homme au masque de fer. Mais celui qui écrit la légende du masque de fer, c'est un autre prisonnier célèbre de la Bastille, Voltaire. L'écrivain, qui ne s'appelle pas encore Voltaire, mais François-Marie Arouet, entend parler de ce prisonnier lorsqu'il est lui-même enfermé à la Bastille pour écrits satiriques et insultes envers la noblesse. Voltaire va s'emparer de l'affaire quand il sera enfermé à 2 reprises à la Bastille. Et c'est à partir de ce moment-là que la légende se développe. Une légende qui reste encore aujourd'hui associée à la prison la plus célèbre et mystérieuse de France. Qu'est-ce que c'est? C'est le menu. Mais non. Écoute bien. Monsieur Berne, notre intention étant que le nommé Deutsch soit conduit en mon château de la Bastille. Je vous écris cette lettre pour vous dire que vous avez à l'y recevoir lorsqu'il y sera amené et l'y garder, retenir jusqu'à nouvel ordre de ma part. Écrit à Versailles, Louis. Moi? Oui, Ok. le roi Qu'est-ce que j'ai en fait? Bastille. Mais pour quel motif? Ah non, mais en plus, le roi doit se justifier. Non mais,
Laurent, tu sais ce que c'est? C'est une lettre de cachet. La Je- lettre de cachet suffisait à te conduire à la Bastille. Une fois sur 6, tu étais emprisonné simplement parce que tu avais déplu au roi, tu avais fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Bon, je te propose maintenant d'aller retrouver la place de la Bastille. Oui, si on pouvait sortir, ça m'arrangerait. Oui, Mais je risque d'y rentrer dans pas longtemps. Je vais là, te avec dire, mon- tu sais que depuis 2 siècles, la place de la Bastille est un lieu très symbolique. Dès la destruction de la prison, la place devient même un emblème de la liberté retrouvée. Un emblème que les révolutionnaires veulent immédiatement célébrer par un monument à la hauteur des ambitions nationales. De nombreux projets affluent avec une idée commune. Tous imaginent une colonne sur la place de la Bastille. Et finalement, on ne fait rien, mais en revanche, on va construire une fontaine éphémère, donc la fontaine de la Régénération. Sous la forme d'une déesse égyptienne, cette fontaine construite en plâtre n'est pas vouée à durer et elle est détruite. Les gouvernements changent, les révolutionnaires laissent alors place à Napoléon. Et le nouvel empereur s'intéresse de près à cette place symbolique. Lui aussi imagine une fontaine, mais l'empereur, fou d'Égypte, depuis sa dernière campagne, décide de construire un magistral éléphant de 15 mètres de haut. L'intérêt pour lui, c'est d'avoir une fontaine qui permet d'alimenter en eau les Parisiens et qui en même temps lui permet d'avoir des éléments qui sont à la gloire du nouveau régime. Rien n'est trop beau pour l'empire napoléonien, et les projets se multiplient. Tous mettent en scène un éléphant de bronze, juché sur un spectaculaire bassin circulaire. Mais le chantier prend trop de retard, et alors que seul le bassin est achevé, Napoléon abdique, c'est la Restauration. Sans ce basculement politique, la place de la Bastille aurait eu une toute autre allure. Mais le seul éléphant que les Parisiens pourront voir, c'est une maquette à l'échelle 1 qui est finalement installée sur la place. Un pachyderme fragile qui devient la cible des caricaturistes. Étant donné que c'est des matériaux provisoires, ça a rapidement décrépit. C'est vite devenu quelque chose de répugnant. C'est-à-dire que la maquette était trouvée et percée de part en part. L'éléphant, finalement, avait perdu ses défenses, sa trompe, sa queue. Et c'est devenu un peu un symbole du quartier du Faubourg Saint-Antoine, mais un symbole de moins en moins prestigieux. L'écrivain Victor Hugo, qui préparait son célèbre roman Les Misérables, fit d'ailleurs de l'animal décrépit le logement de fortune de Gavroche. C'est en partie cette œuvre qui a assuré la postérité de la construction. Finalement, en 1846, l'éléphant est mis à terre et on érige la colonne de Juillet. La colonne est un symbole révolutionnaire puisqu'elle commémore les événements de la Seconde Révolution, donc les Trois Glorieuses. Et on va inscrire sur la totalité du fût de la colonne les noms des révolutionnaires qui sont tombés lors des événements. Leurs corps sont aujourd'hui encore entreposés sous la colonne dans une crypte aménagée pour l'occasion. Quittons la forteresse de la Bastille et poursuivons notre incroyable immersion au cœur de la Révolution française. C'est au tour de Laurent maintenant de guider Stéphane dans une nouvelle aventure qui démarre à quelques pas de la place de la Bastille, sur le port de l'Arsenal. Regarde ce petit port de plaisance. C'est sympa, non? C'est le port de l'Arsenal, j'adore. Exactement. On peut y boire un verre, on peut s'y promener, c'est arboré, on peut même y faire une balade en bateau. On se croirait partout sauf à Paris. Eh bien, figure-toi qu'en fait, on est ici aussi précisément sur les vestiges de la Bastille. Non. Ben si, les voilà les douves. Les douves, les fameux fossés dont on parlait tout à l'heure, ils sont là. Ils ont été transformés en port en 1802 par Napoléon, quand il a voulu relier la Seine aux rivières du Nord, l'Ourcq et la Marne, pour apporter aux Parisiens de l'eau propre et de l'eau fraîche. Mais à la base, ce sont les fossés de la Bastille. Et d'ailleurs, regarde, les maçonneries que tu vois du quai, ce sont des restes de l'édifice militaire. Incroyable. On est encore et toujours sur la Bastille, là. Et là, tu m'emmènes nous faire... Bah, j'ai bien vu que t'aimais bien les prisons. Hein. On a parlé de la Bastille. Là, je voudrais te parler Elles sont maintenant d'une autre dévastées. prison tout aussi symbolique de la Révolution. Oui. Et pour t'y emmener, on va pas prendre le métro, on va pas y aller. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ah, ça On va roule. y aller comment? Eh ben, on va pas y aller en métro, on va pas y aller à pied ni en voiture, mais on va prendre, regarde, le bateau qui est là-bas. Eh Et ben, attention, une traversée de Paris en bateau et pas sur la Seine. Là, on va prendre le canal Saint-Martin pour remonter vers le nord. Bonjour, vous allez bien?
Non, deux, pardonnez-moi. Je vous en prie, Ne on croisons pas croise les effluves. Bonjour, capitaine. Bonjour. Bonjour, Permission de monter capitaine. à bord. Bonjour, Autorisation. On a autorisation. Yep. Oh, regardez, c'est à l'heure, c'est quoi? Stéphane ne se doute pas encore, mais ce bateau pittoresque qui remonte le canal Saint-Martin nous offre aussi un spectaculaire point de vue sur le passé historique de la place de la Bastille. Là, on se croirait quand même dans Voyage au centre de la Terre. Là, on est sous la place de la Bastille et on est bientôt sous la colonne. Dans quelques instants, Ah. nous allons passer sous les 170 tonnes de la colonne de Juillet. Et il y a un truc qui est amusant, il y a une anecdote amusante, c'est qu'en 1870 et 1871, pendant la Commune de Paris, eh bien, il y a des communards qui ont voulu faire exploser la colonne de Juillet et ils y ont placé ici des engins incendiaires et des explosifs, mais ils ont foiré leur coup. Voilà, ils l'avaient positionné là, des barques incendiaires. Incroyable. Changement de décor en sortie de tunnel. C'est ce lieu typique du Vieux Paris, avec ses berges et ses écluses, que Laurent a choisi comme point de départ d'un des plus célèbres épisodes de la Révolution. Stéphane ne se doute pas que dans quelques instants, il va être entraîné dans une évasion incroyable. Eh, messieurs, dames, est-ce qu'on se ferait pas un petit selfie pour immortaliser notre visite souterraine de Paris? Vous êtes prêts? Allez, souriez, c'est parti. Ah, voilà, ça marche. Ah, une dernière chose. Il m'aurait fallu 2 volontaires pour m'accompagner avec Stéphane dans la suite de nos aventures. Il me faudrait quelqu'un pour jouer Louis XVI. Bah moi, oui. Vous, monsieur, ça vous irait? Avec plaisir. Tenez, je vous donne des clés, parce que figurez-vous que Louis XVI adorait les serrures. Et il me faudrait aussi une Marie-Antoinette. Vous voulez faire Marie-Antoinette? Avec plaisir, oui. Alors, je vous donne un plan de Paris, parce que vous allez voir que pour la suite, elle aurait eu grand besoin d'une carte pour se guider. Venez, on y va. Attends. Franchement, jouer Louis XVI et Marie-Antoinette pendant la Révolution, c'est pas des rôles faciles. Hein. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il va rien leur arriver. Il ne leur arrivera rien du tout. Venez, faites-moi confiance, il vous arrivera rien. Bon, j'espère. Au revoir Stéphane. Au revoir, Au revoir, Nicolas. Nicolas. Merci beaucoup. Bon après-midi, Merci. bonne promenade. Au revoir. Marie. Louis XVI, Marie-Antoinette, on traîne pas, s'il vous plaît. Au revoir. Alors, on va où? C'est tout prêt. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas si impatient. Oh, mais Ça se je rapproche. vois que monsieur a fait les choses en grand. C'est pas mal, non? Ah. Maintenant, une petite visite en carrosse. Tiens, Oui, suivez-moi. alors. Oui, j'ai besoin de Louis XVI et Marie-Antoinette. Hein. Vous restez Oui, près de alors. moi. Regardez ce Alors, que je vous propose alors, maintenant. bon. Une petite berline. Non. Alors justement, c'est très gentil, mais je pense que tu veux aller vers Montmédy pour me faire rejouer la fuite à Varennes. Mais ça, tu vois bien que c'est pas une berline royale. C'est trop petit. C'est quoi? C'est un omnibus. Un omnibus. Un omnibus. T'imagines Louis XVI et Marie-Antoinette dans un omnibus? Oui, enfin, en même temps, s'ils avaient été plus discrets, C'est vrai. on passe par l'arrière pour monter? Monseigneur, Non, sire. sire, C'est même pas ça. Sire. C'est Ah, même la reine pas d'abord. parler au roi et à la reine. Stéphane, la reine d'abord, non? Bah oui, madame. Et nous les gueux, on Et y nous, va les aussi. gueux, on y va aussi. Bah, c'est qu'il Une n'y a pas de petite place. place à droite. Il n'y a pas de place. Voilà. Cocher, Denis. c'est parti. En route pour la mairie du 3e arrondissement de Paris. Là-bas se trouvait autrefois un bâtiment grandiose, la prison du Temple. C'est dans ce sombre édifice, aujourd'hui disparu, que Louis XVI et sa famille sont conduits et emprisonnés le 13 août 1792, peu après l'épisode célèbre de Varennes, où la famille royale a tenté de s'enfuir. Une évasion manquée qui a duré 24 heures et qui a connu de spectaculaires rebondissements. Bon alors, sire, madame, on va évidemment évoquer quelque chose de tragique. Cette évasion ratée pour Varennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane, je te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, on aurait pu croire que la cohabitation entre vous et le peuple allait bien se passer. Or, le 18 avril 1792, quand Louis XVI et sa famille vont vouloir aller à Saint-Cloud pour fêter Pâques, le peuple va l'en empêcher. Nous avons pour projet de passer l'été à Saint-Cloud. J'espère que ces messieurs de l'Assemblée n'y verront rien à redire.
Je ne crois pas que cela soit possible. Là, pour Louis XVI, c'en est trop. Il décide de fuir. Et c'est donc le début et la mise à exécution de ce fameux épisode qu'on a appelé la fuite de Varennes. Déjà, vous choisissez une évasion dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. On part de nuit pour être plus discret. D'accord. Donc on choisit une des nuits les plus courtes de l'année. Déjà, c'est mal barré. Bref, on décide de partir quand même. Il faut donc s'évader des Tuileries. Donc pour ça, la famille royale décide de se scinder en 3 groupes. D'abord le roi, qui se déguise en domestique, puis les enfants de la famille royale, notamment le fils du roi qui se déguise en fille, et Marie-Antoinette qui les rejoindra plus tard aux portes de Paris, au niveau de la barrière de Stalingrad. Les enfants sont-ils là, Fersen? Oui, sire, ainsi que Madame Elisabeth depuis plus d'1 heure. Allons-y. C'est que nous attendons toujours la reine. Voilà. C'est perdu, c'est ça? Non, mais elle s'est perdue, la Elle s'est reine. perdue, elle connaît mal Paris, elle s'est perdue dans les petites rues du Louvre, là, ce vieux Paris moyenâgeux, tout étriqué, tout tortueux, elle se paume. Voilà pourquoi elle aurait eu certainement besoin d'un plan de Paris de l'époque, parce qu'elle aurait pu arriver à l'heure. À Paris, quand on apprend l'évasion des fuyards, Lafayette envoie partout dans le royaume des éclaireurs, des soldats, pour retrouver la famille et l'arrêter. Auriez-vous vu une grosse berline avec quelqu'un qui lui ressemble, et probablement plusieurs femmes et des enfants? Oui, j'ai vu passer une famille ce matin. Mais elle partait pour la Russie, elle a pris la direction de Meaux. Ce sera donc chose faite à Varennes. Alors là, il y a une légende. Attendez, je vous montre quelque chose. Stéphane, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Oui, c'est un Louis. Oui. Et dessus, il y a Louis XVI. C'est donc... C'est vous. C'est votre profil. C'est vous, sire. Alors, il paraîtrait, selon la légende... qu'à Sainte-Menehould, Oui. sur le chemin de Varennes, Drouet, le maître de poste, reconnaît, grâce à la pièce, parce qu'il l'avait jamais vu en vrai, il reconnaît le profil de Louis XVI, il dit c'est lui. Les amis, moi, Drouet, vous affirme que l'homme que nous avons devant nous n'est autre que le roi Louis XVI. C'est le roi! Effectivement, il y a cette légende de Drouet qui aurait reconnu Louis XVI sur cette pièce. Mais à l'époque, au XVIIIe siècle, pour reconnaître le roi, il faut l'avoir vu. C'est ça. Alors, En province, c'était pas évident. Ah ben c'était quasiment même impossible. Et c'est pas de chance pour la famille royale. À Varennes se trouve un dénommé d'Este, qui est juge, et qui lui a véritablement été à Versailles, et qui lui a rencontré le roi. Tout est perdu cette fois, n'est-ce pas? Donc c'est d'Este qui le reconnaît formellement. Et donc Louis XVI et sa famille sont arrêtés à Varennes. Dans la nuit, Louis XVI a cette formule crépusculaire pour la reine où il dit « Eh bien, voyez-vous madame, il n'y a plus de roi en France ». Et c'est vrai que quand la famille royale, le cortège, est ramené sous bonne escorte à Paris dans la soirée du 25 juin 1791, il a été placardé dans Paris des affiches stipulant qu'il serait interdit au peuple de Paris de crier « Vive le roi !» sous peine d'être bastonné. Cocher, oui, on va pas vous ramener au temple une deuxième fois, hein, on va pas vous faire ça. Non, merci. Donc écoutez, on vous laisse, mais vous avez été super en Louis XVI, bravo. Marie-Antoinette, Ouais, et pour vous récompenser, on vous laisse le carrosse pour la journée. C'est gentil. Très bien. Amusez-vous bien, bonne balade, évitez le temple. Allez-y. Bonne chance. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire de la fuite à Varennes, c'est que, tu vois, il y avait tellement d'impréparation, tellement d'amateurisme. La berline est trop grosse, elle est trop chargée, une impréparation totale. Ils sont incapables, ils ont pas, c'est pas des fuyards, hein. Voilà. Et donc ils rentrent piteusement à Paris. Oui, et on va pas tout de suite les enfermer au temple, non. on va d'abord les reconduire dans leur palais des Tuileries, sous la surveillance du peuple, et là, littéralement, ce palais pour eux devient une prison. Car la fuite de la famille royale, elle est vécue comme une véritable trahison par les Parisiens. La confiance envers le roi est rompue. Au lendemain de la fuite de la famille royale, les Parisiens font enlever spontanément des vitrines le nom et les armures de la famille de Louis XVI. Ça veut dire que spontanément, ils ont assimilé le roi à un traître. C'est fini. Ils ne veulent plus en entendre parler. Cette rupture grandit dans les mois qui suivent. Les Parisiens sont terrorisés par la menace d'invasion de l'Autriche qui pourrait restaurer la monarchie absolue. Défiance, peur d'une invasion, armes à la main, tous les ingrédients d'une rébellion contre le roi sont réunis. Et dans la nuit du 9 au 10 août 1792, au son du tocsin,
Les Parisiens, rejoints par les Bretons et les Marseillais, se rassemblent sur les places de Paris. Direction la résidence de la famille royale, les Tuileries. C'est une seconde révolution. Ce sont des gens qui ne veulent plus de la royauté, qui considèrent que le roi a trahi et qu'il doit être déchu de ses fonctions et qu'il faut proclamer la République. Tout se passe en quelques heures. Le roi, qui ne peut compter que sur ses gardes suisses, refuse de tirer sur la foule. Face à des milliers de sans-culottes, Louis XVI n'a plus le choix. On lui dit la partie est perdue, vous devez absolument vous réfugier auprès de l'Assemblée. C'est là où vous trouverez un refuge et une protection. Et Louis XVI cède. Le roi parti, les révolutionnaires entrent en force et font face aux gardes suisses royaux. Il y aura 600 Suisses sur les 900 qui seront massacrés, atrocement éviscérés, émasculés. Ce sera des scènes atroces. C'est l'une des journées les plus sanglantes de la Révolution. Près d'1 millier de morts des deux côtés. C'est ainsi que la monarchie absolue bascule. Les députés, qui ont accueilli le roi à l'Assemblée nationale, prononcent alors la suspension de Louis XVI. 72 heures plus tard, la famille royale est conduite à la prison du Temple, qui était là, devant la mairie du 3e arrondissement. C'est dingue, non ? Eh bien voilà, mon cher Stéphane, la prison du Temple, elle était précisément ici, devant toi. Elle était là. Elle était là. Et j'imagine que t'aimerais bien la voir. Ah bah, j'adorerais. Regarde. La prison du Temple, eh bien autrefois c'était un donjon médiéval, un donjon moyenâgeux, une lourde tour carrée. Il y avait 4 tours d'angle sur les côtés, aux toits pointus, percés de meurtrières. Et à l'avant de ce donjon, on avait la petite tour qui mesurait 23 mètres de haut et qui était elle aussi flanquée de 2 tourelles d'angle comme ça. C'était en fait un donjon de château fort, hein, l'enclos du Temple. C'était un château fort, le château fort des Templiers dans Paris au Moyen-Âge. Ce qui en faisait une prison idéale. C'était une prison idéale, ah bah oui, inexpugnable. Voilà, et c'est donc dans ce donjon du Temple que la famille royale va être incarcérée. Et ça va marquer une véritable rupture pendant la Révolution, parce que si tout d'un coup, le roi peut être emprisonné et peut devenir justiciable comme n'importe quel autre citoyen, c'est la fin de la monarchie, c'est le début de la République. Alors, leurs conditions de détention, elles vont être absolument épouvantables. Ils ne vont pas pouvoir communiquer avec l'extérieur, ils ne peuvent pas non plus écrire. On retire au roi l'encre, le papier, on contrôle tout ce qui rentre, jusqu'aux aliments, jusqu'au linge. Enfin vraiment, ils sont isolés totalement, on calfeutre les fenêtres, les lumières, on les empêche de pouvoir recevoir des signaux. Et ils vont même être séparés. On va séparer le roi de la reine, puis on va séparer le fils du roi de la reine, de sa famille. Voilà, ça va se terminer pour eux, ça va être leur dernière maison. Donc ce donjon du Temple devient véritablement un tombeau. Mais au Moyen-Âge, tu sais à quoi ça servait? Autrefois, le donjon du Temple, c'était un coffre-fort qui protégeait. C'est là où les Templiers mettaient leur fortune. Exactement. Il est célèbre depuis l'emprisonnement de Louis XVI, mais son histoire démarre au Moyen-Âge. Les Templiers, un des ordres religieux les plus puissants au XIIe siècle. Ils vont utiliser ce bâtiment pour entreposer leur fortune amassée lors des croisades. Ça va devenir un coffre-fort imprenable autour duquel se construit tout un domaine fortifié, l'enclos du Temple. Cet immense quartier de 6 hectares devient le quartier général des Templiers, une ville dans la ville qui offre à ses 4000 habitants de nombreux avantages financiers. L'enclos du Temple, c'est un petit peu comme si on avait Monaco ou la Suisse à l'intérieur dans un quartier de Paris. C'est-à-dire que c'est un paradis fiscal. Car ici, on échappe aux taxes de la monarchie. De nombreuses familles riches sont charmées et s'installent alors dans l'enclos. Il y a des combines qui ne changent pas à travers les siècles. Une fiscalité avantageuse qui bénéficie aussi aux commerçants. L'enclos du Temple devient un immense marché aux vêtements. Ce sont les premières fripes de l'histoire. C'est devenu pour les pauvres un endroit où on pouvait s'habiller à peu de frais, parce qu'on réutilise beaucoup les habits, on les reteinte, on les recoupe. Cette cité fortifiée attire aussi un marché noir,
car la police royale n'entre pas dans l'enclos. Là se sont installés des repris de justice, des alchimistes, des sorciers, tout un monde un peu secret et mystérieux. Mystère, puissance et fortune, des ingrédients qui vont forger cette légende des Templiers, qui nous fascine encore depuis près de 700 ans. Alors, tu vois Stéphane, le donjon du Temple, pendant la détention de la famille royale, ça va devenir un lieu extrêmement fréquenté, très à la mode, un peu comme aujourd'hui. D'abord, on va y venir en curieux, pour espérer apercevoir le roi ou la reine, mais surtout, ça va être aussi un lieu très surveillé. Et oui, parce qu'on craint les complots, les évasions, donc du coup, il y a la police un peu partout, il y a des agents monarchistes aussi qui surveillent, qui regardent, qui épient, bref, c'est un lieu brûlant de cette période. Et tu sais, à propos de la reine, il faut que tu imagines qu'à cette époque, elle cristallise la colère populaire. C'est en quelque sorte la femme à abattre. D'abord, on l'appelait Madame Déficit, puis Madame Veto. Maintenant, on l'appelle l'Autrichienne. C'est pas la première reine qui vient de l'étranger, mais elle concentre au fond toutes les haines. Et justement, je te propose maintenant d'aller dans un lieu chargé d'histoire. Ouais. Un lieu sur l'île de la Cité, là où le tribunal révolutionnaire a fini par avoir sa tête. Tu vois où je t'emmène? À la conciergerie? Au palais de justice. Et on y va comment? En carrosse? En carrosse moderne. Oh, le métro. Formidable, le métro. Ben voilà, on descend dans le métro. Tiens, t'as ton ticket? Ouais, tu me l'as donné, je crois. Ouais, je l'ai. Alors tu vois, On est à Temple. et on doit aller à Cité. Et ben voilà. Et tu vois, le nom des stations de métro nous raconte l'histoire de Paris. C'est vrai. Moi, tu devrais en faire un livre. Pas con. Tu veux qu'on prenne la barre? On fait du lap tienne la dance, barre. ça. Et on fait du lap dance. Bien sûr. Tiens, Laurent, c'est là. Ah, c'est là? Attention à la marche, descendons le train. Situé dans le premier arrondissement, l'île de la Cité est le plus vieux quartier de la capitale. Au palais de justice siégeait autrefois une juridiction extraordinaire qui a fait régner la terreur à Paris, le tribunal révolutionnaire. Un lieu de répression où l'on jugeait sans appel toute personne soupçonnée de traîtrise ou d'opposition à la République. C'est ici que parmi tant d'autres s'est tenu le procès du siècle, un procès spectaculaire et tragique qui a conduit la reine Marie-Antoinette à l'échafaud. Alors tu vois, Laurent, là on arrive au palais de justice. Eh oui. On va aller visiter les salles. Alors attends, faut des papiers. Ah oui, bien sûr. Attendez, est-ce que j'ai... Je vais aussi. T'es beaucoup plus vieux que je ne croyais. Merci. Bonne journée. On va aller retrouver Johanna. On a rendez-vous avec l'histoire. Mais c'est par où? Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas par où c'est. Ça fait des années que je suis pas venu là. Alors attends, on va chercher, on va passer par là. Le plus souvent, c'est bon signe de ne pas être convoqué au palais de justice. Oui, je crois que j'ai jamais été convoqué au palais de justice. Moi non plus. Ah, ça c'est magnifique. Tu sais pas du tout où on va, on est perdu là. Ça s'appelle la salle des pas perdus. C'est normal qu'on soit perdu. Ah, c'est là, c'est là.
Regarde, tiens, attention, j'ai vu le groupe. Eh ben, c'est pas trop tôt. Et après, les rois ont toujours été itinérants, plus ou moins dans tous les cas. Bonjour. Bonjour Johanna, pardon de vous interrompre, pardon mesdames, messieurs. On peut se joindre à vous? Oui, oui, bien sûr, On est très évidemment. fan. On est très fan de ce que vous faites, on aime beaucoup ce Ah que bah vous c'est faites. normal, comment faire autrement? Et, on avait très envie, on n'osait pas entrer dans la première chambre, la chambre principale. La porte fait peur, hein. On sait ce qui s'est passé, hein. Oui, On sait pas si on va exactement. ressortir. En tout cas, nous, on n'a rien fait de mal. Enfin bon. Et alors là, on va entrer dans la salle qui était la salle du tribunal Oui, révolutionnaire. une des salles les plus émouvantes de Paris, à mon sens. Faut être sage pour rentrer, hein, sinon. Oui, attention, allez, on y hein. va, Comme une image, Johanna. comme une image. Johanna. Autrefois compétente pour juger des affaires concernant la couronne, la Grande Chambre devient salle de la liberté sous la Révolution. Tous les symboles de son passé royal sont soigneusement gommés, comme l'effigie de Louis XV. Martial Herman, avocat et homme politique à la réputation incorruptible, était l'un des présidents de ce tribunal, où l'exercice de la justice allait s'accomplir entre abus et tragédie. Donc voilà, ici nous sommes dans le tribunal révolutionnaire, la grande chambre avant, hein, pendant la monarchie. C'est assez impressionnant d'imaginer qu'à l'époque le roi se tenait juste ici, au niveau du siège principal. Il y a encore une cordelette pour signifier l'espace du roi. Il faut savoir que cette pièce a été restaurée comme elle était avant la Révolution. Et puis par la suite, en 1792, le tribunal révolutionnaire s'installe ici. Vous voyez, les sièges se trouvaient donc 4 magistrats, plus le 5e au centre, le juge, le président, Herman. Ils avaient tous de grands chapeaux avec des plumes noires. Sur votre droite, nous avions ici les 12 jurés qui représentaient le peuple. Et de l'autre côté, il y avait quoi? Alors de l'autre côté, nous avions les accusés qui étaient par paquet de 12 aussi, on peut le dire, qui attendaient leur jugement. Il faut quand même rappeler qu'on était arrêtés pour rien, sur simple dénonciation. On vous arrêtait et on vous condamnait. Je crois qu'il y a eu 4000 jugements. 4000 jugements et seulement 1300 acquittements. Je sais qu'il y a eu une histoire de quelqu'un qui avait des croûtons de pain chez lui. On l'a accusé d'affameur du peuple. Tout à fait, oui. Derrière ces accusations, on retrouve un certain Antoine Fouquier-Tinville. Figure parmi les plus décriés de la Révolution, il occupe durant 17 mois le siège d'accusateur public du tribunal révolutionnaire, exigeant et obtenant la mort de plus de 2000 personnes. Son réquisitoire le plus fameux reste celui prononcé contre Marie-Antoinette, alias la veuve Capet. Vous avez tous entendu parler du procès de Marie-Antoinette. Elle est arrêtée en août 1792 et jugée 14 mois plus tard. J'ai un tableau en tête où on représente Marie-Antoinette face à ses juges. Et il me semble qu'elle était devant la deuxième fenêtre là. Et elle avait une chaise, elle. Oui, tout à fait. Elle avait une fauteuil. chaise. 20 heures de procès quand même, Oui. non-stop, de 8 heures du matin jusqu'à 4h30 le lendemain avec 1 heure de pause. Il faut savoir qu'elle avait perdu beaucoup de poids, elle était amaigrie, elle a été séparée de ses enfants, elle ne les reverra jamais. Elle était la seule prisonnière à ne pas avoir le droit de sortir de son cachot. Qui était juste là, enfin, En sous-sol, tout à fait au fond d'un couloir. Fouquier-Tinville l'a accusé, il y avait plusieurs chefs d'accusation. D'abord d'avoir pactisé avec l'ennemi, entretenu une correspondance. Il faut dire que son frère était l'empereur d'Autriche. Ensuite, d'affamer le peuple. On l'a accusé de dilapider l'argent public. Bien sûr. Et on l'a accusé également de... Le pire du pire pour une femme, pour une mère, c'est l'inceste sur son fils. Et c'est là qu'elle s'est levée sur la tribune, elle a dit « J'en appelle à toutes les mères ». Et alors, ce qui était incroyable, Johanna... Attends, je vais te le faire. Elle l'a fait comme ça, elle l'a fait beaucoup mieux. Elle l'a fait comme ça, elle l'a fait. J'en appelle à toutes les mères. J'en appelle à vous. Mais évidemment, vous êtes tous. J'imagine que certains d'entre vous sont mamans. Vous imaginez ce genre de choses. Comment on peut attenter à la pudeur et à la moralité de son fils? Il faut imaginer le procès du siècle, c'est Marie-Antoinette, tout le monde devait être là, il y avait des gens qui attendaient dehors. Ah oui, c'était un spectacle, en fait. C'était un spectacle, ils étaient debout, ils s'exclamaient, mais c'était une ruelle, C'était le bazar total, et un gendarme qui dira, ce tribunal ressemble à une ruelle, il s'y passe des choses indécentes. Oui. On les laissait entrer, Bien sûr, c'était ouvert. Et vous êtes tous férus d'histoire, alors? Vous venez comme ça assister aux conférences de Johanna. C'est super, elle est formidable, Johanna. Bravo. Elle vous fait vivre comme ça cet endroit. On aurait presque envie de le revivre. Oh non. Presque.
Bah, merci en tout cas, Johanna, pour vos explications. C'est passionnant. Je vous en prie. Non, mais Avec surtout sur plaisir. les lieux, c'est incroyable. Ça se visite en plus, on peut venir ici, c'est comme ça qui est formidable. La preuve, ces messieurs, dames visitent. Voilà, il y a des groupes. C'est ouvert au public. Revenez me voir quand vous voulez, je suis... Merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Bonne Merci. fin de visite. Au revoir, À Johanna. bientôt. Au revoir. Ah là, dis donc, formidable, hein, formidable cette visite. Oui, formidable, Johanna. Moi, j'ai noté l'adresse, hein, je reviens. Ah non, mais il y a encore plein de choses à découvrir. Hein. Tu Avec sais quoi qu'avec le réaménagement du palais de justice, on a découvert plein de choses. Notamment un bénitier qui aurait peut-être un rapport avec Marie-Antoinette. Parce qu'il a été découvert juste à côté de sa cellule. Et qui sait si elle ne l'a pas utilisé pour prier et en appeler au juge suprême. Tu sais aussi que pendant sa détention, l'Autrichienne, hein, Marie-Antoinette, était littéralement offerte aux yeux du public. C'était un spectacle. On était comme au zoo, on allait voir l'Autrichienne. Il y en a qui vont voir des éléphants, des girafes, et ben là, on allait voir l'Autrichienne. Marie-Antoinette, elle suscitait les passions, les haines, l'amour. Eh bien, aujourd'hui encore, certains l'adulent et d'autres la méprisent. C'est finalement son destin. Et ce destin controversé de Marie-Antoinette commence sous les ors de Versailles. La jeune reine cristallise la colère du peuple, assommé par les famines et les taxes. Elle a tout pour déplaire. Elle est frivole, elle est dépensière, elle est jeune, elle est insouciante, elle est étrangère, et en plus, c'est une femme. Ça fait beaucoup pour la fin du XVIIIe siècle. Donc avant même qu'on s'en prenne au roi, on commence à détester la reine. Cette colère nourrit les caricatures, les pamphlets et les dessins satiriques qui circulent dans tout Paris et écorchent son image royale. Elle dilapide l'argent de la France alors qu'elle n'est même pas française. Il faut un bouc émissaire et elle est le bouc émissaire parfait pour le peuple français. La reine est même, malgré elle, l'héroïne de dessins pornographiques. Cette fureur atteint son paroxysme à la Révolution et conduit la reine jusqu'à l'échafaud. Et finalement, c'est cette déchéance du plus haut vers le plus bas qui continue à fasciner la foule aujourd'hui. Détestée sous la Révolution, Marie-Antoinette est devenue, plus de 200 ans après sa mort, une icône mondiale. Preuve de son succès actuel, le 15 novembre dernier, lors d'une vente aux enchères à Genève, l'un de ses pendentifs personnels s'est vendu à plus de 32 millions d'euros. Et la reine est aussi la reine des produits dérivés. Marie-Antoinette, en fait, c'est un produit marketing. Ça va des confiseries, les petits dragées au chocolat, la petite plaquette de chocolat, les bonbons, probablement à la rose, oui d'ailleurs, bonbons à la rose. Le parfum Marie-Antoinette, les savons. C'est un univers à la fois évidemment très féminin, assez kitsch aussi, il faut le dire. Personnage historique connu dans le monde entier, son image envahit les films, les livres, les expositions, les bandes dessinées. On la retrouve même dans un manga japonais. Icône mondiale d'un luxe français très rococo, les couturiers d'aujourd'hui s'inspirent aussi de son style vestimentaire. Elle fait vendre des perruques, des porte-clés et des gâteaux très crémeux. Mais elle continue aussi de susciter les polémiques sur les couvertures de magazines qui s'interrogent sur son rôle trouble pendant la Révolution. Elle va essayer d'intervenir politiquement au moment du départ du roi, puisque c'est elle qui va combiner avec Fersen l'expédition de Montmédy, qui se terminera lamentablement à Varennes. Donc elle joue un rôle politique important. C'est la seule reine qui a fini avec un procès politique, qui a connu l'incarcération, qui a connu la prison. Et c'est cette image contrastée entre une reine superficielle et une femme d'influence qui fascine plus que jamais. J'ai quelque chose de très émouvant à te montrer. Est-ce que tu reconnais l'endroit où nous nous trouvons? Oui. Voici ce tableau de Georges Quint que tu connais certainement. Je le connais, bien sûr. Regarde. C'est ici que Marie-Antoinette, sortant de là, pour son dernier voyage, si je puis dire, une fois que le tribunal révolutionnaire l'avait jugé, le 16 octobre 1793, on lui a coupé les cheveux, on lui a mis une camisole blanche, une coiffe blanche, et elle est là, emmenée par les gardes révolutionnaires. Et elle a précisément monté 7 escaliers pour monter à l'échafaud. Exactement. Ouais, c'est assez émouvant. Ah bah pour moi, sincèrement, c'est l'endroit le plus émouvant du palais de justice. Ouais, c'est super regarde, émouvant. Très cet émouvant. escalier là, est le même, on y est. Ouais, on y est, c'est là, c'est là. C'est heureusement, nous, on n'y est pas pour les mêmes raisons. Et pas alors, encore. Voilà, elle va prendre le chemin de la place de la Concorde vers l'échafaud. Et d'autres y passeront aussi. J'ai envie de t'emmener maintenant
dans ce Paris révolutionnaire avec ces grands personnages qui ont fomenté la Révolution, là où tout est né en quelque sorte. Ah bon, mais alors écoute, on y va. Allons-y. Et ce qui est né, c'est la République française. Direction rue de Rivoli. Ici se trouvait autrefois la salle du manège. Dans cet étonnant édifice, aujourd'hui disparu, Danton, Robespierre, Desmoulins et d'autres grandes figures de la Révolution se sont réunis pour prendre des décisions majeures pour l'histoire de notre pays. Stéphane va faire ressurgir du passé ce lieu fondateur de la vie démocratique dans lequel a été votée la mort du roi de France. Tu sais que c'est dans ce manège eh bien, que l'Assemblée constituante s'est rassemblée, que le 21 septembre 1792, l'Assemblée législative a instauré la première République. Voilà, bah, écoute. Et d'ailleurs, ici, regarde, tu as une plaque. Parce que ce que tu dois imaginer, c'est que pour ouvrir cette rue de Rivoli en 1802, eh bien, on a détruit le manège. Je vais faire revivre cette salle du manège. Regarde, viens avec moi. Elle était là. Alors? Ah ouais. Ah, c'est magnifique. En octobre 1789, la famille royale est sommée de quitter Versailles pour venir à Paris. L'Assemblée nationale constituante veut évidemment être au plus près du roi, mais il faut lui trouver des locaux. Eh bien, on l'installe dans ce manège, c'est-à-dire cette salle d'équitation. Qui était autrefois destinée au jeune Louis XV, mais qui n'a en réalité quasiment jamais servi au roi. Elle ne trouve son utilité qu'en novembre 1789, quand les 1200 députés de la nouvelle Assemblée nationale s'y installent. Et cette salle du manège pose d'emblée quelques soucis. C'était pour faire manœuvrer des chevaux, hein. C'était pas pour faire parler des orateurs. Du point de vue de l'acoustique, c'était vraiment pas excellent. Hein. Mais du jour au lendemain, cette salle devient le centre névralgique de la politique française. Répartis sur 6 rangées de gradins, les députés débattent plus de 10 heures par jour. Une activité parlementaire intense qui se déroule dans une ambiance survoltée, car ici le public donne son avis. Les femmes, les hommes vont s'installer dans les tribunes et vont hurler, pousser, injurier l'orateur. Donc on n'est pas dans une atmosphère où on délibère sereinement. C'est au milieu de ce brouhaha infernal que des lois majeures sont votées. La République voit ici le jour en septembre 1792. Et certaines habitudes de ces parlementaires façonnent encore aujourd'hui notre paysage politique. Dans cette salle, les députés se répartissent déjà en fonction de leurs affinités politiques. C'est le début du clivage gauche-droite. Les députés qui sont plutôt favorables aux privilèges de la famille royale vont se mettre à la droite du président. Et ceux qui sont plutôt favorables à une assemblée qui a plein pouvoir, une révolution donc beaucoup plus forte dans ses décisions, vont se mettre à la gauche du président. C'est exactement de là que vient ce clivage droite-gauche. Et cette salle crée de nouveaux métiers, comme celui de journaliste parlementaire chargé de retranscrire les débats ou les applaudisseurs à gages, payés pour applaudir les orateurs et emporter l'adhésion des députés. Une assemblée qui ne reste ici que 9 ans, car en 1798, les députés traversent la Seine et emménagent dans notre palais Bourbon. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand on parle des applaudisseurs à gages. Ouais. C'est un peu comme les chauffeurs de salle aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes de petits métiers comme ça au XVIIIe siècle. Il y avait des cloutiers, les vinaigriers, les épingliers, les vitriers, les faïenciers, les lingères, les maréchaux ferrants. Il y avait des fourbisseurs. C'est ceux qui faisaient les fourreaux des épées. D'ailleurs, l'expression existe toujours, fourbir ses armes. On fourbit ses armes. Et puis, il y a une chose aussi. Tu sais que là, on est dans la salle du manège. C'était donc comme l'Assemblée d'aujourd'hui, il fallait avoir une tenue décente, même être bien habillé. Il ne fallait pas être en négligé. Car dès 1789, la mode est une affaire politique. À l'Assemblée, les révolutionnaires les plus radicaux font du costume un étendard politique et portent une tenue très négligée. C'est la mode du débraillé. Amara prend un malin plaisir à avoir les mains sales, les ongles noirs et une chemise largement ouverte sur son poitrail.
il est d'un débraillé phénoménal. Le débraillé, c'est montrer qu'on fait peuple, qu'on est du côté des peuples, même si on n'est pas du peuple. Ça montre cette volonté de faire coller l'habit avec les idées. Car ces hommes politiques se souviennent de Michel Gérard, un député de Rennes qui a fait sensation quelques mois plus tôt aux États généraux de Versailles. Unique député paysan, il est arrivé en tenue de laboureur. Un choc pour cette assemblée de nobles et d'ecclésiastiques. C'est le seul député des États généraux, le jour, la séance de l'inauguration, à qui Louis XVI adresse la parole. Et ça va donner au père Gérard une notoriété, une popularité extraordinaire. Et cette soudaine popularité sert les intérêts révolutionnaires. On va créer des almanachs du père Gérard qui vont se vendre comme des petits pains dans les campagnes de France. Et on va beaucoup utiliser la popularité du père Gérard pour justement populariser les idées de la Révolution française. Le vêtement est aussi la manière la plus éclatante de diffuser ces idées. Les révolutionnaires les plus radicaux abandonnent la culotte, ce vêtement moulant et très luxueux, qui s'arrête aux genoux, au-dessus des bas de soie, et portent le pantalon. Ce sont les sans-culottes. Alors là, on est vraiment sur la tenue révolutionnaire de base. C'est-à-dire que déjà, on a le port d'un pantalon. Ensuite, on a souvent cette écharpe en fait, qui fait office de ceinture, qui est souvent rouge, bleu ou carrément bleu-blanc-rouge directement. Et ensuite, on a la veste typique de la Révolution, la carmagnole. Elle est vraiment très confortable à porter et vous voyez, elle a une coupe vraiment très moderne. On complète cette tenue avec le bonnet phrygien, qui devient même un symbole révolutionnaire. Avec ce costume simple et pratique, les sans-culottes se démarquent du luxe de l'Ancien Régime, car il est accessible à tous les citoyens. Une mode qui s'arrête à la mort de Robespierre, le plus radical des révolutionnaires. Bien au lendemain, je dis bien au lendemain, de la mort de Robespierre, on voit revenir, réapparaître les maîtres et les valets. On voit apparaître des carrosses. Bref, on a un retour extraordinaire, entre guillemets, aux mœurs d'avant. On voit dans les rues de Paris toute une jeunesse dorée, ce qu'on a appelé les muscadins, les incroyables, les merveilleuses, qui de nouveau font étalage de leur élégance coûteuse, dentelles, jabots, perles, bijoux de toutes sortes. Ce sont ces incroyables et ces merveilleuses nouveaux dandys de la mode qui signeront la fin du style négligé révolutionnaire. En tout cas, c'est super émouvant d'être là. Ouais. Il s'en est quand même passé des choses ici. C'est vrai que la déclaration des droits de l'homme s'était faite à Versailles, à la salle du Jeu de Paume, mais ici, dans ce manège, où l'Assemblée nationale constituante se réunit, on a par exemple adopté le drapeau bleu-blanc-rouge, on a par exemple voté l'abolition de la monarchie, et puis évidemment, c'est ce qui a servi de cadre au procès de Louis XVI. On est le 16-17 janvier 1793, le roi comparaît devant ses juges, et puis là, il faut voter. Il faut que tu imagines l'émotion. On va s'attaquer à un symbole qui est le roi de France. On va toucher à la personne sacrée du roi. Sur 749 députés, il y en a 387 qui vont voter la mort immédiate, 44 le sursis, 290 pour autre chose, l'exil par exemple. Et il y en a quelques-uns qui s'abstiennent aussi. Et puis, le 20 janvier 1793, une délégation se présente à la prison du Temple et on lui annonce qu'il va être exécuté dans les 24 heures. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, les nouvelles vont vite. Mais elles vont vite pourquoi? Parce qu'il y a des chansons qui courent les rues. Ce qu'on appelait des chansons de nouvelles. Comme le peuple était plutôt analphabète, pour donner les informations, et notamment de la mort du roi, on écoutait les chansons des rues. Alors pour te donner un peu le ton de ces chansons, j'ai fait appel à un chanteur populaire. Quelqu'un qui a à la fois le coffre et la voix qui permettent de te faire vibrer. C'est Vincent Niclot. Formidable. Bonsoir à tous les deux, ça va bien? Bonsoir Vincent, merci d'être avec nous. Merci. C'est joli ici, hein? Oui. Et oui, parce que nous, la Révolution, on la voit, là, c'est magnifique, mais maintenant, on veut l'entendre. On aimerait l'entendre. Hein? On aimerait l'entendre. Bon, on va commencer par une première chanson, alors. Je pense que vous la connaissez, vous pouvez chanter avec moi, si vous voulez. Hein? D'accord. C'est parti. Si ça peut vous aider.
Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son ami, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons pas de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Tout le monde connaît la Carmagnole. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a C'est été écrite évidemment par les sans-culottes à la chute de la monarchie, c'est-à-dire le 10 août 1792. En tout cas, Comme le très dit la populaire. chanson. Elle est restée, cette chanson. Elle est vraiment restée. Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connues. C'est vrai, la trahison punie. Ça vous dit quelque chose ou pas? La trahison punie, alors celle-là, elle m'échappe un peu. Vous allez voir, à l'oreille, on la connaît. Louis XVI est en cage, qu'il mange du fromage, comme un oiseau sauvage, il faut le conserver, il faut le conserver. Vous la connaissiez, celle-là? Je ne la connaissais. Oui, sur l'air de Malbrou s'en va C'est en guerre. ça. Alors, cette chanson, c'est évidemment après la fuite à Varennes, pour empêcher le roi de se sauver, eh bien, on va le mettre en cage. On le met en cage où? Eh bien, on le met en cage au Temple. Vous savez qu'il y a une chanson qui fait partie des plus grandes chansons révolutionnaires. Vous voyez Ouais, laquelle? celle qui manque, la c'est la plus célèbre. Ah, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Ouf. Non, mais on sent que ça tonne. Ça envoyait du bois, hein, quand même. Le « ça ira », c'était l'expression préférée de Benjamin Franklin, ambassadeur des États-Unis à Paris, et qui était très populaire auprès de la garde nationale, des troupes françaises. Il était tellement populaire qu'on a repris son expression, le « ça ira », et ça devient ce chant révolutionnaire. Ah oui, c'était porteur de messages. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart des chansons populaires sont très répétitives, presque entêtantes. Il y a souvent du bis, du refrain, on recommence, on rechante. C'est pour bien marteler les choses et faire passer des informations importantes, quoi, et que les gens les retiennent bien. Merci Vincent. À la prochaine. Hein. À bientôt Vincent. Merci beaucoup. Merci pour la visite. Merci Vincent. Salut. Ah, écoute, c'était super. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais c'est quand même l'endroit où le sort de Louis XVI a été scellé. Il y a maintenant un endroit qu'on ne peut plus éviter. Un lieu tellement important de la Révolution, place de la Concorde. À quelques pas seulement de la salle du manège, la place de la Concorde a souffert sous la Révolution française d'une sinistre notoriété. Cette place, qui s'appelait à l'origine place Louis XV, a été renommée place de la Révolution en 1792, après l'abolition de la monarchie. C'est ici que trônait autrefois un instrument de terreur et de mort, devenu tristement célèbre, la guillotine. Alors, mon cher Stéphane, nous nous trouvons sur la place de la Concorde, qui autrefois s'appelait la place de la Révolution, et c'est là que se trouvait la guillotine. Enfin, elle a beaucoup voyagé, parce qu'évidemment, le voisinage la détestait, hein, c'était pas chouette pour le quartier. Donc on l'a retrouvée du côté de la place de l'Hôtel de Ville, puis ici, puis du côté de la Bastille, de la Nation, avant de revenir pour terminer sa sinistre besogne, place de la Révolution. Est-ce que tu veux la voir? Ça dépend quel sort tu me réserves. Extrêmement pacifique, je te rassure. T'es prêt? Regarde. On se rapproche? Allez, on y va. Allez, suis-moi. On monte à l'échafaud? Montons à l'échafaud. Voilà à quoi ressemblait la place de la Concorde le 21 janvier 1793. Bon, là, il n'y a encore personne, parce qu'on est au petit matin, mais dans quelques heures, ce sera noir de monde. Et à 10h22, très précisément, Louis XVI sera guillotiné ici. Impressionnante, cette guillotine. Hein. On l'appelle la guillotine parce que c'est soi-disant le docteur Guillotin qui l'aurait créée, qui l'aurait inventée. Mais celui qui a créé la guillotine, c'était le docteur Louis. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Dans la fièvre révolutionnaire, le docteur Guillotin propose que tous les condamnés soient décapités. Mais ne vous y fiez pas, ce n'est pas lui l'inventeur de la guillotine. Car Joseph Guillotin est avant tout un homme humaniste qui n'a qu'un but dans la vie. Il veut sauver des vies, il sait que la médecine de son temps est en mutation, qu'il y a encore des découvertes à faire. Il fonde l'ancêtre de l'Académie de médecine. Et quand Guillotin le docteur est au service de la médecine moderne, Guillotin le député réfléchit à une mort plus douce pour les Français. Et c'est au docteur Louis que l'on confie la tâche d'imaginer cette machine moderne. Déjà présente dans d'autres pays européens, il perfectionne cette machine que l'on surnomme alors Louison ou Louisette. Mais les journalistes de l'Assemblée bouleversent l'histoire.
Guillotin va demander aux chroniqueurs d'être un peu plus disciplinés, un peu moins dissipés, un peu moins bruyants, et il se plaint, juste titre, qu'on n'entend plus l'orateur, et il leur demande à maintes reprises de se calmer. Et pour se venger, tout simplement, ils vont attribuer à la machine le surnom de Guillotin. Et cette machine à tuer va devenir la guillotine. Il était horrifié de voir qu'au lieu de simplement abréger les souffrances de condamnés de droit commun, elle devenait un instrument de terreur politique. Car les révolutionnaires font de cette guillotine le bras armé de leur politique. Le docteur Guillotin n'assiste à aucune exécution. Il n'a jamais imaginé que des milliers de personnes allaient être exécutées sur cette planche fatale. Il voue d'ailleurs la fin de sa vie uniquement à la médecine et à la vaccination de la variole. Il va consacrer beaucoup de temps à faire la propagande de la vaccine, rattrapant un petit peu l'effet de la guillotine pendant la Révolution. Bon, Stéphane, ça ne t'aura pas échappé, mais malheureusement, le docteur Guillotin n'est plus là pour nous parler de cette tâche involontaire de sa vie. Mais on a un médecin qui, lui, est bien vivant et qui, en plus, connaît bien le sujet, c'est le docteur Patrick Pelloux. Voilà. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour docteur. Alors, en quoi les médecins ont eu un rôle si important à jouer avec la guillotine? En fait, Guillotin, qui faisait régulièrement des discours au Parlement, avait vanté les mérites d'avoir un système d'exécution en quelque sorte égalitaire, qui permette d'avoir la mort en ayant une sédation. Une sédation C'est-à-dire, on empêchait d'avoir mal. L'idée, c'était d'avoir donc ce couperet qui tombe sur le cou, qui sectionne brutalement la moelle épinière, et donc en fait, ça fait une sédation qui va donner une mort immédiate. Ah oui, donc c'était à la fois plus efficace et puis aussi c'était plus égalitaire parce qu'avant, selon sa naissance, eh bien, on ne mourait pas de la même façon lorsqu'on était condamné à mort. C'est ça. Les aristocrates, les nobles, ils avaient le droit à la hache. Et puis plus vous descendiez dans la hiérarchie sociale, et moins vous aviez cette chance. Et parfois, c'était juste avec un mauvais couteau que vous étiez décapité. Ça prenait beaucoup de temps. Ça a été un progrès par rapport à ce qu'on faisait avant. Après, en 1980, à raison, on a aboli la peine de mort. Oui. Mais jusque-là, on considérait que c'était un progrès. Bien sûr. Il va y avoir plus de 1000 personnes exécutées ici, et des autres de prestige, Robespierre, Danton, Marie-Antoinette, Charlotte Corday, Philippe Égalité. Il y en a plein qui vont passer ici, là où on est, et pour leur dernier voyage. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'avec 1000 personnes guillotinées, on va pourtant avoir toujours le même exécuteur, issu d'une grande famille de bourreaux parisiens. C'est le fameux Samson. Et les Samson, c'est une étrange dynastie qui commence à la fin du XVIIe siècle, avec le coup de foudre d'un jeune marin, Charles Samson. Lors d'une escale en Normandie, malheureusement, il est tombé amoureux. Cette jeune femme était la fille du bourreau de Dieppe. Il est devenu le successeur de son beau-père et donc le premier Samson bourreau. Charles Samson devient le bourreau de Paris, chargé d'exécuter les jugements criminels, un métier qui horrifie la population. On se transmet alors la charge de bourreau de père en fils. Mais le fils et le petit-fils de Charles Samson deviennent des bourreaux un peu particuliers. Très vite, le deuxième et le troisième se passionnaient pour la chirurgie. Et il se trouve qu'ils avaient des corps à disposition. On leur demandait même de faire certains petits actes de chirurgie parce qu'ils connaissaient si bien le corps humain qu'ils avaient une petite réputation de ce point de vue-là. C'est le quatrième du nom, Charles-Henri, dit le Grand Samson, qui donne à la famille son ticket pour la postérité. Ce 25 avril 1792, il est 15h30, place de Grève, quand Charles-Henri actionne un nouveau mode d'exécution révolutionnaire, la guillotine. À partir du moment où il vit la Révolution française, il devient un personnage de premier plan. Et d'ailleurs, on va parler de la cravate de Samson, de la bascule à Charlot, Charles-Henri Samson. C'est-à-dire que la guillotine va prendre des surnoms qui viennent directement de cet homme. Il a accompagné une espèce de tournant de l'histoire de France. La Révolution lui a malheureusement permis d'avoir un tableau de chasse assez énorme par rapport à ses prédécesseurs. Car en moins de 3 ans, plus de 2700 têtes tombent dans le panier du Grand Samson, dont Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Robespierre, Camille Desmoulins ou encore Danton. Et si après 38 années de bons et mortels services, Charles-Henri Samson passe la main à son fils et à son petit-fils, c'est son prénom que l'histoire retient, car c'est lui qui coupe la tête la plus royale de France. Nous sommes le 21 janvier 1793 et cet emplacement a été spécialement choisi pour la mort du roi.
Alors, faut vous imaginer la tension qui règne. On va guillotiner le roi. Donc le peuple, on ne sait pas trop comment il va réagir. C'est pourquoi tout va être vraiment corseté et sévèrement encadré par la force armée. Sur le trajet qui conduit le roi de sa prison du Temple à la place de la Révolution, on va disposer 12 000 hommes. Et ici, on va mettre 25 000 soldats, 84 batteries d'artillerie pour tenir le peuple à distance. Alors le roi arrive, on lui a accordé une dernière faveur, celle d'arriver non pas en charrette, mais en carrosse. Il monte sur l'échafaud, et voilà, à 10h22, tout est terminé. Mais il y a d'autres personnages, de grands personnages qui vont finir ici. Ah, les derniers moments des grands hommes. Ça, Patrick Pelot, vous connaissez bien parce que je crois que vous avez écrit un livre là-dessus. Voilà, et notamment la décapitation de Danton et Robespierre. Mais en fait, c'était le même schéma pour Louis XVI. On lui découpait sa chemise largement. On le posait sur la guillotine avec ce système de bois qui permettait d'isoler le cou. Et d'un coup, la lame qui tombait avec force et hop, le roi avait la tête tranchée. Symboliquement, pour que la République existe, disaient les Républicains, il faut que le roi meure. Voilà. Alors, il faut imaginer les conséquences sur une partie du peuple en province et puis des souverains étrangers qui n'ont pas vu ça d'un très bon œil. Et encore maintenant, probablement qu'on paye encore des conséquences de cette décapitation. Bien sûr. Un peuple régicide, ça fait toujours froid dans le dos. Oui. En tout cas, merci Patrick. Mais merci à vous. Merci docteur, on vous laisse démonter la bête. Je m'occupe de tout. D'accord. Et moi j'ai quelque chose encore à te montrer, Stéphane, ah si oui tu veux bien me suivre. Je te suis. Si l'exécution du roi de France a eu lieu en une matinée, une décision aussi radicale ne s'est pas forgée en un jour. Pendant la Révolution, le quartier de Saint-Germain-des-Prés a été l'un des principaux foyers politiques et intellectuels. Beaucoup de révolutionnaires très célèbres y résident et se réunissent dans les clubs, les cafés et les restaurants. Un de ces restaurants conserve encore aujourd'hui les traces de l'effervescence qui régnait à l'époque. Cette rue a toujours été bien fréquentée. Rue de l'Ancienne Comédie. Parce que la comédie française était là. La comédie française y était avant que l'endroit ne brûle et se réinstalle au carrefour de l'Odéon. Oui. C'était là d'ailleurs. Ancien hôtel des comédiens ordinaires du roi, 1689-1770. Mais il y a surtout un endroit que j'aimerais te montrer, c'est celui-ci. Le Procope. L'un des premiers restaurants de Paris. Il faut dire que dans le quartier vivaient Danton, Marat, Desmoulins, et c'était l'endroit où ils venaient d'abord échanger des idées révolutionnaires, et puis surtout dîner et déjeuner. Mais est-ce que tu connais l'autre particularité de ce restaurant ? Je sais qu'il était déjà très à la mode depuis le XVIIe siècle, d'ailleurs, c'est écrit dessus. Mais sinon, je vois pas ce que la Révolution a changé. C'était toujours fréquenté, non? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait? C'est l'un des premiers vrais restaurants. Si je te dis le 4 août 1789, abolition des privilèges, que font les cuisiniers? Eh bien, ils sont à la rue et donc, ils créent les premiers vrais restaurants français. Car avec près de 30 000 nobles qui fuient la France, ça en fait des cuisiniers sur le carreau. Les grands chefs vont se retrouver à créer des restaurants et ils vont traîner derrière eux, si vous me permettez l'expression, tout un ensemble de commis, de sauciers, de gens qui viennent avec eux pour travailler parce qu'ils n'ont plus d'emploi non plus. Ces nouveaux lieux qui se concentrent autour du Palais Royal s'appellent le Grand Véfour, la Terrasse des Feuillants, chez Robert ou le célèbre bœuf à la mode. Ici, on ne sert plus un plat unique, ce bouillon que l'on trouve à la table des tavernes, mais on propose un vaste choix de plats au sein d'une carte. Chaque client commande ce qu'il veut et il faut parfois plus de 30 minutes pour lire ces nouveaux menus. Il y avait un restaurant qui proposait plus de 80 potages, qui présentait près de 300 plats, qui présentait une cinquantaine de vins. C'était extraordinaire, c'était vraiment excessivement riche en matière culinaire, en cholestérol et tout ce que vous voulez. Cette révolution dans l'assiette propose aussi une cuisine plus luxueuse que les plats des tables d'hôtes et des cafés. Tous ces gens-là ont l'idée de démocratiser, au fond, la cuisine aristocratique. Donc, on voit naître un art culinaire qu'on ne trouvait pas, évidemment, dans les cafés du XVIIIe. Ces restaurants, très prisés des révolutionnaires, vont aussi rebaptiser tous leurs plats, d'après l'expression courante ci-devant
qui s'emploie pour tout ce qui, auparavant, bénéficiait d'un privilège. Il n'y a plus de reine, il n'y a plus de roi, on n'a plus le droit de le dire. Alors on va parler de la ci devant reine ou du ci devant roi. Parce que la formule, on l'entend en longueur de journée dans les tribunaux et que cette formule va passer du tribunal dans le langage courant. Et donc, nos bouchers à la reine, ça devient des bouchers à la ci devant reine. Et les bourgeois triomphants de la Révolution font du restaurant une annexe du pouvoir. Les membres du tribunal révolutionnaire fêteront à la table du restaurant chez Méo l'exécution de la reine Marie-Antoinette. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé cette atmosphère révolutionnaire un petit peu, avec des témoignages, des facsimilés de lettres. Et tu vois qu'il y a écrit « liberté, égalité », parce qu'avant, il n'y avait pas encore la fraternité. Comment? Non. Liberté, égalité ou la mort? Fraternité ou la mort? La fraternité est arrivée plus tard. Là, c'est les deux faisceaux de licteurs, République française. Le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien, liberté, égalité. Viens par là, regarde. Oui. Il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Où est-ce qu'il m'emmène? C'est pas que je veux t'emmener aux toilettes, mais regarde. Citoyen et citoyenne. Bon, on n'entre pas chez les femmes. Et quand même, je vous montre. Citoyenne. Moi, je ne vais que dans les toilettes des femmes. C'est beaucoup plus propre. Tu vas finir par avoir des ennuis. Un autre symbole de la Révolution est aussi présent dans le restaurant. Un plat d'autrefois toujours à la carte, que Laurent va devoir découvrir. J'ai une question à te poser, mon cher Laurent. Oui. À ton avis, quel était le plat qu'on mangeait le plus ici pendant la Révolution française? Écoute, as-tu un petit indice? Oui, attends, je m'assois pour réfléchir. Je réfléchis toujours mieux assis. Si je te dis que, par exemple, bon, c'était le plat préféré de Jacques Chirac, avec une sauce ravigote. Ah, et, ok, et d'accord. ah, t'as une petite idée? Ouais, ça y est. Une bonne tête de veau. Eh bien, pour savoir comment on prépare ce plat traditionnel, je vais demander au chef Bruno Ménager de nous rejoindre ici. Ah, bah, je me lève. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour chef. Si vous voulez le savoir, je vous invite à me suivre en cuisine. À volontiers. Laurent. Oui, merci. Stéphane. Alors, c'est merci quelle taille? beaucoup. Moi, je suis assez costaud, en fait, on dirait pas, mais je fais du XL. Hein. Non, ça vous allez très bien. On vous suit? Oui, avec plaisir. En avant. Venez. Voilà. Car avant de déguster ce plat au parfum révolutionnaire, il va falloir le mitonner. Voici l'objet du délit, la tête de veau, Laurent. Ah, je suis prêt. Il y a la tête et la langue. La tête, voici la tête et la langue. C'est ça. Donc là, on les fait dégorger la nuit à l'eau. Ça veut dire quoi, dégorger? On les fait couler à l'eau froide pour enlever toutes les impuretés et le sang. Il y a du sang dans la tête. Le sang, oui. Oui. Ensuite, on a préparé un bouillon à base d'os de veau rôti, carottes, céleri, oignons. Magnifique. Ça sent bon, le fumet est excellent. Et on plonge la langue et la tête dans le bouillon. Ah, vous voulez que je vous amène une langue? Ah oui, allez-y. On y va. Oh là là. Je la pose, chef, hein? Allez, on met la deuxième aussi, Laurent. Ah oui, c'est parti. Laissez-moi faire ça. Allez-y. Regardez, c'est magnifique. Et on le fait cuire pendant 4-5 heures à petit bouillon. Ah oui. C'est très très long. À feu doux, c'est À le feu doux. secret. Une fois que c'est cuit, ça donne ceci. Vous avez vu, Laurent, Stéphane? C'est pas mal. Magnifique, hein? Mais en fait, on mangeait de la tête de veau parce que c'était le plat du pauvre. Le plat du pas pauvre. cher. Ça en coûtait fait. pas cher. Ouais, c'est ça. Et ensuite, pour les clients, on prend une cocotte. Ah, vous le servez à la cocotte? Oui. Un petit bout de tête? Voilà. Est-ce que je vous mets un petit bout de langue aussi? Petit bout de langue. Petit bout de langue. On rajoute quoi? Quelques patates. Quelques patates, voilà. Vous savez que la pomme de terre, C'est ce que j'allais dire. C'est aussi un aliment du siècle, hein, 1785. Pour éradiquer Un peu de la carotte disette. fan. Oui, des Oui, carottes. alors, la carotte fan. Même chose que pour la pomme de terre, l'Église n'en voulait pas parce que c'était le fruit du diable, le légume du diable. Ça poussait sous la terre. Donc c'était mal considéré. Et on reprend du bouillon de cuisson pour faire chauffer la tête. Il est où? Il est ici. Et ça donne ceci. C'est magnifique. Laurent. Ah ouais. On va en manger, hein? Stéphane. Ah oui, c'est magnifique. Il y a une expression très parisienne sur la tête de veau. Mais oui, parigot, tête de veau. Parigot, Comme tête de veau. c'était un Ça plat vient à de la là. mode, ça vient de là. Mais tu sais, ici, on servait d'autres choses. Il n'y avait pas que de la tête de veau. On servait coq au des vin. bouillons, des petits pains, du coq au vin, des pâtés en croûte. Je me souviens. Une chose amusante, c'est que les profiteroles, c'est de cette époque aussi. Eh oui. Je vois que tu as faim, Laurent.
Et pour déguster, Stéphane a décidé de conduire Laurent dans le salon favori d'une grande figure de la Révolution, Jean-Paul Marat. Ce leader révolutionnaire est le fondateur et le rédacteur de L'Ami du Peuple, un journal politique très populaire, aux positions radicales. Je suis très heureux de te montrer le salon Marat. Évidemment, tu connais Marat. L'ami du peuple. L'ami du peuple, célèbre journaliste, écrivain aussi. Il a eu une influence considérable avec l'ami du peuple sur la Révolution française. C'est indéniable. Et donc, il venait ici même, tous les jours, écrire l'ami du peuple, en déjeunant, en dînant. Alors là, j'ai le numéro du 23 septembre 1789. On est quelques mois seulement après la prise de la Bastille. Et au fond, c'est sa profession de foi, une sorte d'édito. On m'écrit de tous les côtés que cette feuille cause beaucoup de scandales. Les ennemis de la patrie crient au blasphème et les citoyens timides pâlissent à la lecture. En combattant contre les ennemis de l'État, j'attaquerai sans ménagement les fripons, je démasquerai les hypocrites, je dénoncerai les traîtres. Il engage clairement le combat. Voilà. Ah, c'est l'heure de déjeuner. Merci. Goûtez-moi cette tête de veau. Regardez ça. Ça, c'est la langue. Ah oui, là, le morceau de langue, vous en faites pas, allez, regardez. À la bonne franquette. Moi, je suis pas contre le service. Toi, t'aimes bien qu'on te serve. Oui, regardez ça. Quand c'est bien fait, regarde. J'ai déjà la sensation de commencer à savourer, à déguster et à manger. Alors que toi, regarde, c'est mal réparti, c'est tout sec. Excellente dégustation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit, mon cher Stéphane. Est-ce que t'es pas ému? L'idée de manger la même chose que il y a plus de 200 ans, les révolutionnaires qui venaient ici manger de la tête de veau. Tu manges la même tête de veau. Regarde, écoute, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça passe tout seul, ça passe tout seul. C'est très 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 bon. Quand je mange ça, je me dis parigot tête de veau, mais oui, bien sûr, c'est délicieux. C'est très très bon. Ah, ça doit être du céleri, tu vois, ça c'est un ennemi. Là, c'est un piège pour moi. Tu aimes pas le céleri? Je digère pas le céleri. Commence pas à faire ton difficile. Oh, les patates sont à cœur, elles sont parfaites. Tiens, viens, suis-moi. Arrête de manger, viens, suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. C'est délicieux. Regarde. Tu vois, à cette fenêtre, il y a cette cloche. Oui. À ton avis, à quoi elle sert, cette cloche? Stéphane, tu fais bien la cloche. Oui. Ah bah oui. Formidable. On est deux maintenant. Alors, à quoi elle sert? Je sais pas, pour avertir que la tête de veau est prête. Non. À table, la tête de veau. Hein? C'est pas ça? Eh bien, imagine-toi que c'est ce qu'on appelle la cloche de Marat. Marat écrivait l'Ami du peuple ici même dans ce salon. Et donc, une fois que c'était terminé, eh bien, il appelait le commis de l'imprimerie. L'imprimerie est juste en bas. À partir de 1793, elle est là. Cours du commerce Saint-André. Ah oui, il avertissait le commis, vous avez plus qu'à passer sous la presse. Exactement. Et d'ailleurs, je te propose d'aller directement à l'imprimerie maintenant. Eh bien, on y va? Quand tu penses que ça n'a pas changé. Ah oui, ça respire le 18e ici. Oui. Et tu vois, là au 8, eh bien, il y avait l'imprimerie de Jean-Paul Marat. Mais ce que je trouve formidable, c'est que c'est vraiment un quartier à la fois d'histoire et de patrimoine. On retrouve encore aujourd'hui tout autour de nous des traces de ce passé. Car de nombreuses personnalités ont vécu ici, à quelques dizaines de mètres les unes des autres. C'est le cas des révolutionnaires Danton, Desmoulins, Fabre d'Églantine et Marat. C'est un bouillon de culture, Saint-Germain-des-Prés, à ce moment-là. C'est un endroit où on s'agite beaucoup intellectuellement parlant. On se croise, on échange des idées, on écrit énormément, on soigne ses pamphlets, on a une langue extrêmement venimeuse. Les rotatives de l'imprimerie de Marat, située au numéro 8 de la cour du commerce Saint-André, tournent d'ailleurs à plein régime. Face à elle, au numéro 9, se trouve un atelier de menuiserie. C'est ici que Tobias Schmidt, fabricant de pianos, finalise la funeste machine de la Révolution, la guillotine. Dans cette rue, il y avait d'un côté Marat qui réclamait par son journal des têtes, et puis de l'autre, il y avait ce commerçant Schmitt. Il va perfectionner le couperet, le mettre en biseau. On va faire des essais sur des bottes de foin, sur des moutons. À quelques pas de là, au 20 cours du commerce Saint-André, vit Georges Danton, le brillant avocat. Cette partie de la ruelle a été détruite depuis, lors du percement du boulevard Saint-Germain.
Il habitait exactement à l'emplacement où se situe aujourd'hui la statue de Danton, donc au carrefour de l'Odéon. Les voisins de Danton ne sont autres que Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. Tous ces révolutionnaires ont d'ailleurs un secret bien à eux pour entretenir les débats. Ce sont des gens qui dorment peu. Ils dorment peu parce qu'en plus, ils boivent beaucoup de café. Il y a une anecdote qui court à l'époque qui dit que pour 1 ou 2 tasses de café, on va avoir des idées pour toute la semaine. Et croyez-moi, des idées, ils en ont beaucoup. Ce quartier à l'époque ne s'appelle pas encore 6e arrondissement, mais section Marat. Car le très populaire Jean-Paul Marat vit au 30 rue des Cordeliers, à tout juste 50 mètres de chez Danton. C'est à cette adresse que se présente, le 13 juillet 1793, une certaine Charlotte Corday. Le nom de Charlotte Corday est lié pour la postérité à un événement marquant de la Révolution française. Un fait divers historique qui nous est raconté par un journaliste grand spécialiste du genre. J'ai donné rendez-vous à Dominique Rizet, que tu connais certainement. Bonjour Dominique. Stéphane. Bonjour Laurent. Bonjour Dominique. Ça va bien? On parle de Charlotte Corday, mais qui est cette Charlotte Corday qui assassine la grande star de l'époque, qui est Jean-Paul Marat? Tout le monde sait qui est Marat. Corday, personne ne sait qui est Charlotte Corday. Non, qui est-elle? Alors pour l'état civil, elle est Marianne Charlotte de Corday d'Armont. Pour l'histoire, elle est Charlotte Corday. Le 9 juillet 1793, elle part de chez elle, elle habite à Caen. Et elle est issue d'une famille de la petite noblesse, de la petite bourgeoisie de Caen. Et elle vient à Paris, elle prend une diligence, elle vient à Paris dans un seul but. Elle veut tuer Jean-Paul Marat. Mademoiselle, ne risquez pas votre vie, ce serait une folie. Je sais ce que je fais, monsieur. Un jour, vous me comprendrez. Mais pourquoi? Alors elle, c'est une démocrate républicaine. Et elle déteste toute la violence autour de la Révolution. Lui, c'est un pamphlétaire, c'est un journaliste, et elle considère qu'il porte cette violence dans ses propos, dans ses écrits. Oui, puis elle est plutôt pour le parti girondin. Elle sent que la mode en pleine terreur, elle ça y est, veut c'est tuer une Marat. terreur. Elle pense qu'elle va arrêter cette terreur en tuant Marat. Alors, elle aurait pu choisir Robespierre, Danton, Saint-Just. C'est Marat qu'elle veut tuer. Elle arrive à Paris, au bout de 2 jours. Elle s'installe dans un hôtel du 1er arrondissement. Et ce qu'elle ignore encore, c'est que Marat a une maladie chronique de la peau, un eczéma. Je suis ici pour rencontrer le citoyen Marat. Je dois me rendre à la Convention. Vous ne trouverez pas le citoyen Marat à la Convention. Ah oui? Et pourquoi? Il est souffrant. Il ne sort quasiment plus de chez lui, il travaille chez lui et il est protégé parce que sa vie est en danger. Il a tout un tas de proches qui assurent sa protection au quotidien et parmi eux, il y a sa compagne qui s'appelle Simone Évrard. Elle est avec lui en permanence, elle est toujours là. Ça, Charlotte Corday l'ignore encore. Elle ignore tout de cette ville, de cet homme, où est-ce qu'il vit. Elle n'a même pas son adresse. Le 13 juillet, elle quitte son hôtel et elle vient à pied, donc jusqu'au Palais Royal. Elle achète un couteau de cuisine qu'elle va garder avec elle. Elle arrête un fiacre. Elle demande au cocher de l'emmener chez Jean-Paul Marat. Encore une fois, elle n'a pas son adresse. Après un trajet rapide sur le pavé parisien, le fiacre s'immobilise devant le 30 rue des Cordeliers. Peut-être que le cocher dit à ce moment-là à Charlotte Corday, « Madame, vous êtes arrivée, c'est ici qu'habite Jean-Paul Marat, c'est ici qu'habite l'ami du peuple. » Elle descend, elle rentre dans l'immeuble. La concierge l'arrête. « Bonjour madame, où allez-vous? Je vais voir Jean-Paul Marat, il habite bien ici. » Oui, il habite au 1er étage, mais la concierge professionnelle ne laisse pas entrer une étrangère. Pardon, Béranger, citoyenne. Le citoyen Marat, c'est à quel étage? Au 1er, pourquoi? J'aimerais le voir. J'ai ordre de ne pas laisser monter. Charlotte Corday s'en va, poliment. Elle revient un instant plus tard. Elle passe devant la loge de la concierge sans s'arrêter. C'est la 2e tentative. Elle arrive jusqu'à l'étage. Elle frappe, on lui ouvre la porte. C'est Simone Évrard, la compagne de Marat, qui ouvre et qui lui dit non, non, je ne peux pas vous laisser entrer, je ne vous connais pas. Elle essaie de discuter quand même, puis elle s'en va. J'ai des choses à lui dire qui vont l'intéresser. Ça le concerne directement. Je suis désolée, c'est impossible. Quand pourrais-je revenir? Il est inutile que vous reveniez, sortez. C'est très important, s'il vous plaît, il faut que je lui parle. Je vous ai dit de sortir, n'assistez pas, citoyenne. À 19h, elle revient. Elle passe devant la loge de la concierge. Elle arrive au 1er étage. Aubaine pour Charlotte Corday. Simone Évrard est sortie. On lui ouvre la porte. Elle parle fort sur le palier. Elle crie qu'elle a des informations à donner à Jean-Paul Marat. Lui, il entend, il est dans son salon et il demande à ce qu'on la laisse entrer.
Prends place, citoyenne. Que me veux-tu? Elle arrive, elle le découvre dans son appartement, il est dans sa baignoire. Cet eczéma le fait souffrir, donc il est bien dans l'eau, ça apaise ses brûlures. Donc elle s'assied près de lui, ils vont passer 20 minutes à parler. Et elle va lui demander à un moment quel sort il réserve aux Girondins. Et là, Marat signe son arrêt de mort, il lui dit « Les Girondins, je les ferai tous guillotiner. » Que vas-tu faire? Tous guillotinés. Place de la Révolution. Ce soir. Elle sort le couteau qu'elle a acheté, elle lui plante le couteau dans la poitrine, à la verticale, et il meurt tout de suite. Alors, elle va reconnaître tout de suite, elle n'essaie même pas de se sauver. Elle revendique son meurtre. Au juge, elle dira « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 ». On l'emmène le soir même à la prison de l'Abbaye. Elle va y rester 5 nuits, 5 jours, surveillée de très près. Et le 17 juillet, à 18h30, elle est guillotinée. Elle avait 25 ans. Merci Dominique Rizet, parce qu'évidemment, vous nous racontez l'assassinat de Marat par Charlotte Corday comme un fait divers. C'était un fait divers. C'en était un. C'est un fait divers. C'est vrai que beaucoup de littérature, évidemment, est née de ce fait divers scandaleux de 1793. Et est-ce que tu sais où est la baignoire de Marat? Oui, bien sûr. Elle est au musée Grévin. Absolument, eh oui. C'est vraiment la baignoire dans laquelle se trouvait Marat quand il s'est fait assassiner. Et il y a une des dernières lettres de Charlotte Corday aussi qui est au musée Grévin, et il y a des exemplaires de l'Ami du Peuple. L'image est tellement forte qu'évidemment, Charlotte Corday est entrée dans la grande histoire. Merci Dominique Rizet. Merci vous à nous vous. avez ébloui en nous racontant tout ça. Merci. Mon cher ami Laurent, je vais t'emmener dans un endroit tout à fait insolite, mais toujours dans le quartier. Merci Dominique, Au revoir. pardon. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Bonne beaucoup Dominique. promenade. Merci. Au revoir. Bonjour. Depuis la Révolution, ça reste le quartier des écrivains. C'est-à-dire comme si les écrivains ne pouvaient pas vivre de rive droite. C'est ce qu'on disait. On disait de Paris qu'il y avait la rive gauche où l'on pense Et la rive droite où l'on dépense. T'as le temps, toi, de venir te promener dans Paris? Énormément, énormément. Oui, je travaille beaucoup moins qu'on ne le croit. Faut dire, c'est tellement un endroit que je connais, j'y passe mes journées. C'est vraiment ma chambre à coucher, Paris. Ah oui. Ouais. Mais plus la rive gauche que la rive droite. Non, un peu tout, un peu tout. Mais tu sais, c'est en fonction des époques. Oui. Là, on est venu ici parce qu'on a envie de se remémorer la Révolution, mais quand tu as envie de te remémorer le Paris du Moyen-Âge, Ah tu vas bah plutôt oui, dans le bien quartier sûr, du le Marais, du bien sûr, Châtelet. Le Paris romain, tu vas ici, rive gauche. Bref, je trouve que Paris, rive gauche et rive droite, nous permettent de voyager dans le temps. Elles ont chacune leur avantage propre. Exactement. C'est à quelques mètres de la place Saint-Sulpice, du marché Saint-Germain et du jardin du Luxembourg que le voyage nous mène cette fois-ci à la découverte d'un établissement aux airs de petits musées qui subsiste dans le quartier depuis 1775. On est venu rue Guisarde parce que je voulais te montrer cette devanture. Imagine-toi qu'ici, ils fabriquent des figurines en plomb et en étain depuis 1775 et ils ont tous les personnages de la Révolution. Je t'y emmène, on a rendez-vous avec Patricia. Ah ben, allons-y. Comme ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous, Stéphane? Dans un Laurent. coffre à jouets. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Ce qui est fascinant, c'est de penser que cette boutique est là depuis 1775, c'est-à-dire depuis le début du règne de Louis XVI. Et elle a dû amuser des générations Ah d'enfants. oui, oui. Et elle continue. Elle continue à faire Elle fait rêver des Bon. générations. Toi, tu avais des soldats de plomb, Laurent, quand tu étais gamin? Et non, pas trop. J'avais pas trop de soldats Non, de moi plomb ni non de plats plus. d'étain. Et c'est vrai que je trouve ça. Le plat d'étain, c'est charmant, plus hein. joli Ouais, que c'est le charmant. soldat de plomb. Ça a beaucoup de charme.
En fait, le soldat de plomb, c'est très récent. C'est Napoléon III. Ouais. C'est sous Napoléon III. Allez, jusqu'alors, ce n'était que des plats d'étain. Ces figurines, comme leur nom l'indique, sont plates et réalisées en étain. Nées au XVIIIe siècle, elles sont considérées comme les ancêtres de nos soldats de plomb. On m'a raconté que le général de Gaulle venait ici pour acheter ses soldats de plomb, c'est vrai? Effectivement, il venait ici, ainsi que ses frères, pour acheter leurs petits soldats de plomb et reconstituer les batailles de l'Empire. Regarde, t'as tous les personnages de la Révolution qui sont là. Eh oui. On voit Danton, Robespierre, ils sont tous là. Là, il y a une guillotine. Ouais, la prise de la Bastille. Attends, il y a les révolutionnaires, les sans-culottes avec des pics. Il y a des pics. Avec le tombereau là, qui mène à la guillotine. Mais regardez, là, il y a justement l'assassinat de Marat. Ah oui? Regarde, attends, c'est qui ça? Ça, c'est qui? Regarde. C'est nous? C'est pas des plats d'étain, c'est des soldats de plomb. Regarde, c'est nous. Ouais, on est ressemblants, regarde, là, c'est toi. Ah bah oui. Mais ils m'ont fait beaucoup plus petit, dis donc. Je vais nous mettre au Palais Royal, parce que c'est là où j'ai envie de t'emmener à mon tour pour te raconter l'appel aux armes de Desmoulins, la veille de la prise de la Bastille. On a rendez-vous un petit peu avec l'histoire brûlante. Nous sommes le 13 juillet 1789 et le roi a renvoyé Necker. Et ça ne plaît pas à un avocat de Paris qui s'appelle Camille Desmoulins. Donc faut que je lui montre. On y va, mais est-ce qu'on emmène nos personnages avec nous? Je pense qu'il faut que vous les emmeniez avec vous. Vous nous les offrez? Alors oui, bien sûr. On sort du Palais Royal virtuel, mais on va au Palais Royal réel. On est parti. Merci, mesdames. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Oh, j'ai des ventriloques en plus. À bientôt. C'est dans les jardins du Palais Royal, qui accueillent chaque année plus d'1 million de visiteurs dans le 1er arrondissement de Paris, que s'ouvre un nouveau chapitre de notre parcours. Ce lotissement à arcades, construit par le cardinal de Richelieu, a appartenu au cousin de Louis XVI, le duc Louis-Philippe d'Orléans. C'est ici que Laurent va faire ressurgir du passé un monument dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence. Laurent nous guide à la découverte de ce lieu extravagant et très prisé, qui a eu une importance particulière sous la Révolution française. Alors tu vois, mon cher Laurent, Charlotte Corday, quand elle est allée assassiner Jean-Paul Marat, eh bien c'est ici, au Palais Royal, qu'elle a acheté chez le coutelier Badin l'arme avec laquelle elle l'a assassiné. Mais c'est pas étonnant qu'elle soit venue ici, parce que tu sais qu'au XVIIIe siècle, le Palais Royal, c'est l'endroit le plus couru de Paris. C'est l'endroit le plus à la mode, quoi, le plus à la pointe. Il faut dire que le Palais Royal, c'est une enclave de sûreté. La police royale n'y a pas accès. Donc on peut s'exprimer assez librement, on peut y même y placarder des affiches, on disait des placards à l'époque, assez subversifs à l'encontre du royaume. On y croisait tout, quoi, tout Paris se déplaçait au Palais Royal. Des aristocrates, des bourgeois, des marchands, des vagabonds, des joueurs, bref, tout ce petit monde-là se réunissait ici, donc imagine l'ambiance, on y venait parce que toute la rumeur de Paris était là. Et d'ailleurs, on venait au Palais Royal pour être au courant. L'expression « tenir au courant » vient de cette époque, parce qu'on allait dans les endroits courus, à la mode, pour savoir... Pour être informé. Voilà, ce et qui donc se pratiquait. on était informé. L'expression vient de là. Est-ce que tu sais, Stéphane, que la cocarde tricolore... Le blanc-rouge. Oui, le symbole de la Révolution, hein, eh bien, c'est au Palais Royal qu'elle est née. Mais est-ce que tu sais de quelle couleur elle était, cette cocarde, au départ? Elle a toujours été bleu-blanc-rouge, non? Non, pas tout à fait. En fait, nous sommes le 12 juillet 1789, et Camille Desmoulins, une des grandes figures de la Révolution, va lancer un appel aux armes au peuple de Paris depuis le Palais Royal. Il l'a fait comme ça. Mes amis, le roi a renvoyé Necker. Ce renvoi est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource, c'est de recourir aux armes et de prendre des cocardes pour nous reconnaître. N'est-ce pas, citoyens? Prenez des cocardes vertes, si vous en trouvez. Eh oui, vertes. Nous sommes au Palais Royal, dans les jardins du Palais Royal. La première cocarde, c'est une feuille d'arbre. Elle est verte. Elle est verte. Mais bon, le vert, c'est aussi la couleur de la livrée du frère du roi, qui était détesté. Le comte d'Artois. Exactement. Ah oui, eh bien, ils l'ont abandonné pour la cocarde tricolore. Ouais. Bonjour. Bonjour. Le peuple de Paris. Oui, pardon, mais qui sont ces citoyennes et ces citoyens qui nous ont rejoints? Eh bien, ils font partie du Son et Lumière de Cléry,
une association qui organise des spectacles l'été. Alors, il y a plein de gens, il y a même des enfants, c'est formidable, hein, l'histoire appartient à tous. Et elle est représentée, je crois, ici par Dominique et Yorick. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour citoyenne. Citoyenne. Bonjour. Bonjour Yorick. Je vois qu'il y a des costumes de la même époque, mais de différentes classes sociales. Oui. Vous êtes en noble. En noble. La marquise. J'ai vu qu'il y a des bourgeois et Voilà. il y a des paysans. Des paysans. Voilà. Et il y a même des moulins. Puisque Yorick s'appelle Yorick Desmoulins et c'est un descendant de Camille Desmoulins. Vous appartenez à la famille de Camille Desmoulins. Tout à fait. Est-ce que tu es fier de ton aïeul? Mais bien sûr, Bon. il faut être fier de ce qu'il a fait. Mais bien sûr. Et de sa prise de parole. Et vous les fabriquez vous-même, les On costumes? les fabrique nous-mêmes, oui. Il y a des costumières. Il y a même une personne qui est doctorante en histoire du costume qui fait les recherches et qui nous fait les patrons. Et donc, voilà, nous choisissons les étoffes. On essaye d'être très fidèles au niveau du costume et voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on mérite une cocarde. Ben oui, Stéphane, je te remets une magnifique cocarde. Merci, bleu, blanc, citoyenne. rouge. Et à toi aussi, Laurent, tu Oh. le mérites, tu es un bon citoyen maintenant. Venant de vous, Camille Desmoulins, je l'apporterai. Merci d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir écouté mon appel aux armes. Mais bravo Merci, pour ce que c'est vous super, faites. bravo. Et bravo les enfants. Et bravo. En parlant de cocarde tricolore, Oui. est-ce que vous savez comment est né le drapeau national bleu, blanc, rouge? Eh bien, dès le 12 juillet 1789 et la naissance de la cocarde verte de Camille Desmoulins, les révolutionnaires ont du mal à se mettre d'accord sur la couleur à épingler à leur veste ou leur chapeau. Car en 2 jours, elle change 3 fois de couleur. Certains l'imaginent d'abord bleu, blanc et rose. Au même moment, une toute jeune milice parisienne créée par les bourgeois révolutionnaires décide d'adopter les couleurs de Paris. Ils accrochent alors un symbole bleu et rouge. Notre cocarde, à ce moment-là, est donc bicolore. Il faut attendre le lendemain matin, le 14 juillet 1789, pour voir naître la cocarde tricolore. Au bleu et rouge de Paris, on ajoute le blanc, symbole de la monarchie. C'est cette cocarde bleu, blanc, rouge que l'on présente au roi Louis XVI à l'Hôtel de Ville de Paris, 3 jours seulement après la prise de la Bastille. Mais alors, si on se reconnaît dans la rue, comment se reconnaître sur les mers du globe? La monarchie a laissé place à la Première République. Les marins ne veulent plus utiliser le pavillon blanc du roi sur les bateaux de la marine. L'Assemblée nationale décide donc de transformer cette cocarde en drapeau bleu-blanc-rouge, qui devient immédiatement l'emblème national de notre pays. Une autre innovation que nous connaissons tous aujourd'hui a également vu le jour au Palais Royal, un an avant la Révolution française. Au centre des jardins se trouvait un bâtiment totalement avant-gardiste que Laurent va faire ressurgir du passé. Alors mon cher Stéphane, est-ce que tu sais ce qu'il y avait ici, en plein cœur du Palais Royal, pendant la Révolution? Il devait y avoir déjà un jardin, puisque les riverains y étaient très attachés. Bien sûr, il y avait un jardin, mais au milieu, en plein milieu justement des jardins. Je sais pas, un kiosque ou un bassin, comme au jardin de Luxembourg? Non, figure-toi qu'il y avait ici un bâtiment assez incroyable qui fait figure d'ancêtre de nos centres commerciaux. Non, arrête. Je te jure. Bah, tu sais que le Palais Royal appartenait au duc d'Orléans. Bien sûr. Le duc d'Orléans, c'était quelqu'un de très habile, très rusé. Et pour attirer les foules, moyennant finance, dans ses jardins, il a eu l'idée de créer un grand bâtiment, un grand édifice, une sorte de salle de spectacle qui ferait aussi office de course de chevaux. C'est ce qu'on a appelé le cirque du Palais Royal. Non, arrête. Et il était assez hallucinant. Tu veux le voir? Hein, le plus simple, c'est que je te le montre. Oui. Eh bien, regarde. Alors, le bâtiment va être imaginé par l'architecte Victor Louis et sera achevé 1 an avant la Révolution, en 1788. Faut vraiment t'imaginer que ce bâtiment, pour l'époque, il est stupéfiant, impressionnant. Déjà, il est très grand, hein, plus de 100 mètres de long. Il est partiellement enterré, pour ne pas gâter la vue depuis les galeries du Palais Royal. Il est équipé d'une verrière pour permettre un éclairage zénital de l'intérieur de la structure. Et surtout, il y a des terrasses sur les côtés, un véritable jardin suspendu avec des plantations, des jets d'eau, des fontaines qui donnent à l'ensemble un aspect assez génial, quoi.
Il y avait aussi une rampe qui conduisait à une véritable galerie marchande qu'on appelait à l'époque le camp des Tartares, où il y avait plein de boutiques qui préfigurent vraiment l'ancêtre de nos passages couverts. Tu vois, tu pouvais faire tes courses ici, malgré la pluie. Et là, c'était en fait l'ancêtre de nos centres commerciaux qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, le principe des malls, tu vois, avec des salons de thé, des restaurants où tu pouvais t'installer pour boire un café, prendre un verre pendant que madame faisait des courses. Il y avait ou inversement. Mais en fait, le Palais Royal, c'était le centre de la vie à la fois commerciale, culturelle de l'époque. C'était le cœur vibrant et bouillonnant de la capitale au XVIIIe siècle. C'était le lieu incontournable de Paris. Paris est la capitale de la France, mais le Palais Royal est la capitale de Paris. Le Palais Royal au XVIIIe siècle, c'est une frénésie de boutiques, l'ivresse des magasins, bref, le rendez-vous du tout Paris. On y trouve des perruquiers, des bijoutiers, des marchands de rubans et d'estampes ou des libraires. On trouve beaucoup de choses. En fait, on trouve absolument tout ce qu'on cherche au Palais Royal. Et on trouve également tous les petits métiers parisiens qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, typiquement, le montreur de marmotte, c'est-à-dire que c'était des enfants savoyards qui faisaient donc payer les passants pour caresser les marmottes. Ici, tout s'achète et se vend, même la liberté d'expression. Dans les cabinets de lecture, pour 6 sous, on consulte 27 quotidiens de gauche comme de droite. Librement, on peut même lire des choses plus illicites, car ici, on ne craint pas pour sa vie. Sous les arcades du Palais Royal, on a notamment pas mal d'échanges de journaux, de pamphlets, d'articles satiriques qui s'échangent sous le manteau. C'était forcément un endroit idéal pour les révolutionnaires. Ils se retrouvent au Café de Chartres ou au Café du Caveau, où l'on parle déjà de République, alors que Louis XVI n'est pas encore mort. Autre établissement incontournable, le célèbre Café des Aveugles. C'est le rendez-vous des sans-culottes, avec sa devise « Ici, on s'honore du titre de citoyen, on se tutoie et l'on fume ». C'est le seul endroit quasiment dans Paris qui soit éclairé de façon artificielle, mais où il y a de la lumière. Car le palais compte 188 réverbères, un ingénieux système d'éclairage public qui permet de circuler sous les arcades jusqu'à 2 h du matin. Une heure qui autorise tous les plaisirs, même les plus illicites. Au 113, une célèbre maison de jeu, on perd des fortunes au Crêpes, au 31, au Passe-10, au Biribi ou à la roulette. Et si entre les vapeurs de l'alcool, le jeu et les complots politiques, il arrive que l'on perde la notion du temps, le célèbre petit canon de midi remet les pendules à l'heure. Tous les jours, à midi, un canon éclate, donne un méchant coup au Palais Royal. Ce canon, il est régi par la lumière du soleil qui va provoquer son déclenchement à cette heure-là précise. Et tous les jours, on a une bonne centaine de personnes qui viennent pour régler leur montre au coup de canon de midi. Voilà, c'est l'horloge parlante de l'époque. Chacun règle alors sa montre sur celle du Palais Royal, qui donne le tempo de Paris. Mais pas que. Car si le Palais Royal était vraiment le lieu du tout Paris au XVIIIe siècle, eh bien c'était aussi un haut lieu de prostitution. Il y a eu jusqu'à 800 prostituées qui fréquentaient les galeries du Palais Royal. Tu sais, le Palais Royal, tu connais, il y avait une chanson à l'époque où on disait « Le Palais Royal est un beau quartier, toutes les jeunes filles sont à marier ». Et ça s'est pas arrêté à la Révolution. Parce que après les premiers mois d'euphorie, ça va être la crise, hein, vraiment en France, l'économie est bloquée, est arrêtée. Ah oui, donc le nombre de prostituées ne fait qu'augmenter. Ça va exploser. Tous les moyens sont bons pour survivre, y compris pour les femmes, et pour certaines d'entre elles, de vendre leur vertu. Et certaines femmes ne vendront pas leur vertu à n'importe qui, car il se murmure qu'ici, un petit lieutenant du nom de Napoléon Bonaparte aurait perdu sa virginité un soir d'automne 1787. Si ce marché au plaisir perdure jusqu'en 1830, c'est la Révolution française qui transforme ce vaste jardin en un immense lupanar à ciel ouvert. En 1791, la prostitution va être dépénalisée, ce qui fait que le travail des prostituées va être vraiment facilité. Ça va vraiment devenir le cœur des plaisirs et du marché du sexe. Relativement discrètes le jour, les marchandes d'amour règnent sur la nuit du Palais Royal. Elles développent un commerce sexuel unique à Paris. Dans les arrière-boutiques, des escaliers montent vers les immeubles et c'est là que les filles louent des chambres. Elles sont relativement autonomes et ça, c'est la grande force du Palais Royal. À la terrasse des cafés, on feuillette l'Almanach des Demoiselles de Paris, une sorte de catalogue des filles du Palais Royal, un annuaire des plaisirs. C'était quasiment des brochures publicitaires. On peut chercher des caractéristiques, un type de physique et évidemment, à côté, on a le prix pour savoir à quoi s'attendre. Au Palais Royal, il y a de tout et pour tous les goûts. Ce palais des plaisirs devient si important qu'on ne parle pas de prostitution, mais on dit faire son palais. Et les filles de joie ont aussi leur petit surnom.
Tout commence avec les hirondelles, qui sont des filles ponctuelles, qui sont là de passage pour quelques passes avant de repartir à leur vie. Le reste des arcades en pierre est l'espace réservé aux castors, donc ces filles qui sont déjà un petit peu plus chères. Et les demi-mondaines, les fameuses cocottes, quant à elles, qui valent une véritable fortune, peuvent se trouver directement à la terrasse des cafés ou dans les théâtres. Qu'elles s'appellent Julie, Carline ou Mademoiselle Léger, ce sont elles les véritables reines de ce lieu si atypique qu'est le Palais Royal. Mais dis-moi Laurent, qu'est-ce qu'il est devenu le cirque du Palais Royal? Malheureusement, à cause de sa conception, de sa structure, il ne va pas résister. Pourquoi? C'est parce qu'avec ces fameuses terrasses, avec ces fontaines, avec ces jets d'eau, il va y avoir des infiltrations d'eau qui vont fragiliser l'édifice. Et paradoxalement, c'est un incendie qui va en avoir raison en 1798. Donc le cirque du Palais Royal va durer une dizaine d'années. Mais si tu cherches sous les pelouses et sous le bassin, tu peux en trouver encore les fondations. On pourrait peut-être demander l'autorisation, non? Ça chauffe là. Le Palais Royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Le cirque du Palais Royal a durant une décennie provoqué l'enthousiasme de ses contemporains qui ont qualifié son architecture de la plus belle, la plus gracieuse et la plus originale de Paris. Mais le Palais Royal n'a pas livré tous ses secrets. Laurent a donné rendez-vous à Adèle, une passionnée qui va faire découvrir à Stéphane une attraction très fréquentée à l'époque. Et est-ce que tu sais qu'il y avait un cinéma au Palais Royal pendant la Révolution? Non, il y avait des théâtres, il y avait des salles de jeu, et il y avait même un cabinet de figures de cire, c'est-à-dire l'ancêtre du musée Grévin. Eh bien, figure-toi qu'il y avait aussi l'ancêtre du cinéma. Suis-moi. Bonjour Adèle. Bonjour. Laurent Deutsch, enchanté. Enchanté. Bonjour Stéphane Bern. Mon ami Stéphane Bern, le Théâtre d'Ombre. Ça avait été créé à Versailles par un dénommé Séraphin, qui a eu un grand succès, à telle enseigne que Marie-Antoinette elle-même l'a convoqué à la cour pendant 3 soirs. C'est la consécration, donc tout naturellement il s'installe ici, dans le lieu incontournable de Paris, le Palais Royal, au premier étage de la galerie de Valois, avec son Théâtre d'Ombre et ses petites silhouettes animées. Regarde. Voilà, regarde une petite histoire. Ah, mais c'est magnifique. Bonjour. Vous pouvez nous raconter un petit peu, Adèle, comment ça fonctionne et peut-être nous faire une démonstration un peu plus élégante. Vous avez déjà bien compris le principe. Voilà, c'est des marionnettes qui ne sont pas articulées, donc on peut leur faire un nombre de déplacements assez limité. Voilà, mais on peut les retourner. Il faut avoir le bras long, parce que sinon votre visage entre dans la lumière. Exactement. Et vous êtes passionné de théâtre d'ombre depuis toujours? Alors c'est mon père qui a créé sa compagnie et du coup je l'ai souvent accompagné dans des festivals de marionnettes. Et restons quand même à la Révolution. Nous sommes à Paris, nous sommes en 1793 et le Théâtre d'Ombre va suivre les idées politiques du moment, donc va devenir, d'ailleurs va se rebaptiser, va s'appeler le Théâtre des vrais sans-culottes. Et donc tu peux imaginer qu'en 93, dans le Théâtre d'Ombre, on guillotine à tour de bras. Oui, j'imagine. Des scénettes qu'on appelait la déseigneurisation, la chute du trône. Et tiens, j'ai même un petit texte qui était joué dans le Théâtre d'Ombre. C'est une petite scénette entre 2 personnages, Francoeur et Nicolas. Oui, parce qu'en 93, on a fait passer un décret sur le tutoiement. Tout bon patriote se devait d'oublier les monsieur et les vous pour le tutoiement. Tu vas jouer le bourgeois. Ouais, d'accord. Et moi, je vais jouer Nicolas, qui est son jardinier. Et le bourgeois va essayer d'appliquer ce décret du tutoiement à son jardinier. Nicolas, Qu'est-ce que vous pensez de ce jardinier? Il est parfait, il est parfait. Super. On y va. Vous regardez, vous contrôlez. Vous contrôlez la qualité, vous nous dites, Adèle. Oh là, Nicolas! Oh là! Que c'est que monsieur demande? Qu'est-ce que tu me dis avec ton monsieur? Écoute, toutes les fois que tu me parleras ou que tu me répondras, il te faudra tutoyer tout le monde. Comment que vous dites ça? Tutoyer? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et parbleu, qu'au lieu de me dire vous, tu diras toi ou tu. Ah, Jarnambi, je pourrions pas, citoyen. Et pourquoi pas? Dans le pays de l'égalité où nous sommes, on ne doit pas souffrir de libertés insultantes. Et c'est justement ce ton d'orgueil-là que l'on a grande raison de vouloir réformer, m'entends-tu? Ta parole est d'or, citoyen. Mais on va te faire un petit bisou, d'ailleurs. Voilà. Alors, Adèle? C'était pas mal. On était peut-être comment? un peu statique, Stéphane. On est sur une note de 1 à 10, on mérite combien? Je vous mettrai un 7. Un 7 pour Stéphane et moi? Un 6. C'était un 7 global. Un 7 global, un 7 pour 2. Oui. En tout cas, le Théâtre d'Ombre, j'ai eu la sensation d'être comme un enfant du 19e siècle parce que c'est devenu vraiment un jouet qu'adoraient les enfants à cette époque. En tout cas, c'était super sympa, c'est très joli, c'est très poétique aussi.
La visite se poursuit à présent rue Saint-Honoré, à quelques pas du Palais Royal. Sur cette grande et bouillonnante artère parisienne, au numéro 270, a vécu une figure humaniste de la fin du XVIIIe siècle. Une citoyenne dont les positions étaient particulièrement en avance sur son temps. Alors Stéphane, est-ce que ça t'a plu cette petite visite du Palais Royal? Ah non mais Laurent, c'était super. J'aimerais te parler d'un dernier personnage de la Révolution qui a fréquenté le Palais Royal et qui d'ailleurs habitait tout près, hein, ici, précisément là où on arrive. Et bon, c'était pas une grande figure de la Révolution, c'était un personnage secondaire, mais aujourd'hui c'est devenu une icône. Est-ce que tu sais que le 20 septembre 1792, pendant la Révolution, va être votée une loi qui nous impacte tous? Enfin d'ailleurs, on aimerait que ça nous impacte pas trop, mais ça peut nous concerner au plus haut point, c'est... Le divorce, évidemment. C'est le divorce. Le divorce qui va être voté en 92, qui ensuite va être abrogé par le Code civil, qui va revenir en 1884, eh bien, ce divorce incarnait les idées de cette femme très en avance sur son temps, qui se battait pour la parité, qui se battait contre le mariage forcé, contre l'esclavagisme du mariage. C'était Olympe de Gouges. Une citoyenne qui a eu le courage d'affirmer ses idées au moment où les femmes sont encore cantonnées à la sphère privée. Animée par l'esprit des Lumières, sa première pièce de théâtre dénonce l'esclavagisme. Impensable à l'époque, Olympe de Gouges revendique des droits pour les Noirs. Cette militante échappe de peu à la prison, mais son engagement est tracé. Elle se bat contre les injustices. Elle revendique l'égalité pour ceux qui sont très clairement oubliés dès les premiers temps de la Révolution par les révolutionnaires. Elle rédige en 1791 l'un des textes les plus courageux de ces années révolutionnaires, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Rappelant par exemple dans le premier article de cette déclaration que la femme est l'égale de l'homme. Elle a un discours qui est plus que révolutionnaire. Olympe de Gouges va porter un combat féministe. Elle veut que toutes les femmes s'affranchissent de la tutelle des hommes. Et au moment où les femmes montent sur la guillotine, Olympe de Gouges revendique le droit de monter à la tribune. À travers ses affiches et ses nombreux écrits, elle réclame le droit de vote, milite pour le développement des maternités et contre la peine de mort. Des idées révolutionnaires qui ont 200 ans d'avance. Et la Révolution permet à toutes, même les plus anonymes, de s'affirmer. En octobre 1789, ce sont elles qui quittent Paris sous la pluie pour rallier Versailles et demander au roi du pain, devenu beaucoup trop cher. Elles veulent du pain et c'est la première de leurs revendications. Mais elles veulent aussi d'autres choses. Elles veulent aider les hommes à faire ratifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'est pas encore validée par le roi. Rejointes par des milliers d'hommes, elles parviennent même à ramener le roi et sa famille à Paris. C'est bien au moment de ces journées d'octobre 89 que les femmes vont vraiment entrer sur la scène politique. Certaines d'entre elles deviennent des figures politiques très actives, comme Madame Roland, qui conseille son mari, alors ministre de l'Intérieur. Au sein de son salon, elle exerce son influence auprès de Robespierre ou Desmoulins. D'autres sont encore plus déterminées. Théroigne de Méricourt revendique l'égalité dans tous les domaines. Elle participe en costume masculin à l'assaut des Tuileries le 10 août 1792 et exige l'organisation d'un bataillon féminin. Elle réclame que les femmes, elles aussi, puissent porter les armes. C'est-à-dire qu'elles puissent aussi bien se défendre, mais qu'elles puissent aussi participer à la guerre. Mais les idées de ces féministes avant l'heure, jugées trop modernes par les révolutionnaires, signent aussi leur arrêt de mort. Si Théroigne de Méricourt sombre dans la folie après avoir été fouettée en public, Olympe de Gouges et Madame Roland n'échappent pas à la guillotine. Les révolutionnaires musellent toutes ces égéries devenues trop libres. Les premiers clubs politiques féminins vont être fermés officiellement par la Convention à l'automne 1793. Et il faudra attendre près de 150 ans pour que les femmes puissent enfin voter. Ah, regarde. Regarde Stéphane. Le pont de la Concorde. Voilà un autre symbole de la Révolution. Ce pont qui relie la place de la Révolution, où le roi a été guillotiné, avec l'Assemblée nationale, nouveau siège du pouvoir et de la nation.
Mais est-ce que tu savais, Stéphane, que le pont de la Concorde a été construit en 1791, justement avec les pierres de la Bastille, pour permettre au peuple, à présent souverain, de fouler du pied les anciens symboles de l'arbitraire. Moi, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, de la Bastille à la Bastille. On va pas tout à fait boucler, mon cher Laurent. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'idée que le 14 juillet, c'est le jour de la Bastille, l'anniversaire de la Bastille, mais pas du tout. C'est qu'en 1880, nos amis de l'Assemblée nationale se sont réunis et ont dit quel jour on va célébrer la fête nationale. Ils se sont dit on ne peut pas commémorer le 14 juillet 1789 parce que ça a fini en bain de sang. Et donc ils ont eu l'idée de faire en sorte que la fête nationale soit l'anniversaire de la fête de la Fédération. Un an plus tard, 14 juillet 1790, l'union du peuple, de la nation et du roi. Ce qui me fait plaisir, c'est que cette fête nationale du 14 juillet, c'est une fête de la Concorde. Exactement. En tout cas, Stéphane, je voulais te remercier parce que cette balade dans le Paris de la Révolution à tes côtés, ça a été formidable. Tu m'as permis d'aller à la Bastille, j'ai eu la sensation de reprendre la Bastille, c'était vraiment génial. Merci. Mais merci à toi, mon cher Laurent, tu m'as permis de découvrir le Palais Royal qui n'a aucun secret pour toi. En plus, c'est un échange. Hein. Je te fais entrer à la Bastille, tu me fais monter à l'échafaud. Un échange de bons procédés. Avec moi, tu finis à l'échafaud, c'est parfait. Mais c'était sans risque. Hein. J'ai gardé la tête. Et regarde. Ah, c'est beau, ça. Le cœur de Paris. Hein, ça, c'est le Paris du Moyen-Âge qui nous appelle. T'as pas envie de te faire un petit Paris du Moyen-Âge? Allez, pourquoi pas. Mais tu vois, de l'autre côté, quand je vois un peu ce Paris du baron Haussmann qui a tracé ces grandes avenues, ça donne envie aussi, le Paris du baron Haussmann. C'est pas le Paris du Moyen-Âge. On n'a qu'à faire les deux. On fait les deux. C'est parti.